Bienvenue à cette émission de la saison 2 d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis votre animateur Benoît Ménard, en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Coucou tout le monde, namasté. Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous. Merci également au groupe Focus pour leur contribution à l'émission. Puis c'est toujours un plaisir de co-animer avec toi, Julie. C'est réciproque, Benoît, merci. J'ai de la gratitude pleine à toutes les fois qu'on avance. Écoute, 76 émissions, Benoît, je m'attendais pas à ça, c'est magnifique, merci. Oui, tout à fait. Moi non plus, quand j'ai commencé, j'ignorais la durée de l'aventure, mais ça continue, puis je suis bien content d'en faire partie. Oui, mais oui, ça continue. On a déjà planifié des invités jusqu'à dépasser du jour de l'an l'année prochaine. Puis là, on a aussi des cues pour les émissions de Saint-Valentin, de Saint-Jean et etc. Fait que j'ai comme l'impression que la saison 3, elle va s'en venir. Ça sera pas bien, bien long. Oui, tout à fait. Excellent. On a bien hâte d'ailleurs. Puis pour l'émission d'aujourd'hui, évidemment, il y aura des retours, mais l'émission va porter sur le côté théâtre. Bon, on précise, c'est Benoît qui a choisi les invités d'aujourd'hui. Alors, il m'amène dans une zone hors de mon confort, si on peut dire. Puis en passant, les vedettes, quand tu regardes les portraits qu'ils ont de eux, là, moi, je les connaissais pas. Tu sais, on les connaît de nom, on les connaît de réputation, mais on les connaît pas de visage. Non, exactement. Puis, bon, ça va être des découvertes de part et d'autre. Oui, puis un défi parce que ce que j'ai réalisé en écrivant le livre Guérir avec les stars, entrevue avec des vedettes décédées, quand on arrivait avec des personnages, exemple comme Mozart, ben l'énergie est tellement pas pareille. Pourquoi? Parce que quand on les contacte, vu que ça fait très longtemps, premièrement, l'énergie de l'âme est beaucoup moins rapide. Donc, c'est pas facile d'arriver à avoir une transmission efficace parce que l'énergie est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lente. Puis moi, je suis comme une Ferrari. Ça va super vite, mon affaire. Fait que je suis capable de connecter, mais là, je suis obligée de ralentir. Et aussi, autre défi que je vais avoir, c'est que c'est des âmes qui sont plutôt effacées. Vu que ça fait longtemps, puis qu'ils ont eu d'autres incarnations, ben, à un moment donné, ça devient compliqué d'arriver à bien les capter parce que justement, il y a une plurialité dans le temps où là, on peut capter d'autres parties de leur expérience qui n'est pas nécessairement rattachée, exemple, à Molière ou à Shakespeare. Fait que pour ces raisons-là, c'est plus difficile pour moi d'arriver à faire une émission comme avec une âme qui est incarnée présentement, où c'est beaucoup plus facile. Si elle est fraîchement décédée aussi, euh, le contact est plus fort. Mais là, c'est parce qu'on recule loin, là, on recule de plusieurs centaines d'années. Fait que, en tout cas, on va s'adapter. J'ai réussi à dire, OK, on rehausse le défi, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Parfait. Est-ce que pour ta part, tu avais des retours à faire? J'ai un retour à faire avec Bradley Cooper, en fait. Après l'émission, je suis restée comme connectée avec lui et ben, j'ai capté d'autres parties de qui il est. J'ai vu sa vulnérabilité, j'ai vu aussi son potentiel énergétique. Puis je me suis amusée aussi à le coupler avec d'autres énergies. Fait qu'il y a eu une belle expérimentation qui est là. Puis j'ai été chercher Paul Walker. Je me suis amusée puis parce que l'énergie de Bradley est comme plus jaune avec beaucoup de vert. Et puis celle de Paul Walker, ben, il est dans un bleu indigo en ce moment. Fait que je sais pas trop pourquoi. C'est pas une discussion verbale qu'on a eue. Ça a été juste un contact, un triangle énergétique d'âme entre lui, Paul et moi. Et l'énergie s'échangeait toute seule. Et ça propulsait l'âme de Bradley dans des couches très belles, comme si ça m'avait permis de voir l'évolution de l'âme de Bradley. Et là, ça lui a comme amené à ouvrir certaines
dimension que Paul a été ravi d'ouvrir et de servir. Fait que ça a été un échange juste énergétique. Il n'y a pas eu de parole comme telle. Puis là, l'énergie passait d'un bord puis de l'autre. Puis il y avait des transformations chez les deux. Puis là, c'est là que je me suis rendu compte qu'ils ont déjà été frères d'armée, mais avec une complicité solide. Fait que je ne sais pas s'ils ont eu des trucs dans la matière ensemble. Je ne sais pas. C'est Paul Walker, ça fait déjà un moment qu'il est parti. Mais ça m'a juste comme permis de voir à quel point que ça avait activé l'énergie de Bradley Cooper, puis ça l'avait monté. Et ensuite, je suis revenue sur le potentiel, parce que j'avais parlé d'un film avec Lady Gaga numéro 2, où là, c'est une histoire, il y a une potentialité qui change, etc. Et là, ce qui est arrivé, c'est que l'effet de l'augmentation vibratoire que Paul Walker a créé ou généré, OK, a permis à Bradley Cooper de sortir d'un espace. Puis là, j'ai vu un autre point commun entre les deux, c'est que le garçon intérieur des deux se ressemblait beaucoup aussi. On parle d'une question de maturité. Les deux ont eu de la difficulté à dépasser, exemple, l'adolescent intérieur, etc. Donc, j'ai vu comme l'espèce de, de point de vue que je savais. Tu sais, on regarde les. Tu sais, je suis célibataire, Benoît, on regarde les hommes qui sont sur le marché, puis on voit le niveau de difficulté d'avoir été cherché ou d'avoir atteint le niveau de maturité de l'homme en général. Dans le cas de Bradley Cooper, tu vois, même s'il est rendu, je ne me rappelle plus à quel âge, là, proche de la cinquantaine, euh, il y a quand même une partie de son jeune homme intérieur qui a développé, mais qui a eu de la difficulté, etc. Puis même s'ils sont rendus à une cinquantaine d'années, on voit que ça a été très difficile de maturer, là. Donc, c'est pas des adolescents éternels, mais ils ont beaucoup de symptômes de ça aussi. Fait que, il y a eu vraiment une transformation que Paul était prêt à faire et que Bradley aussi était prêt à faire et que moi aussi, j'étais prête à faire dans mon jeune homme et garçon intérieur. Alors, on a profité avec l'énergie masculine et spirituelle de pouvoir réorganiser cette partie-là. Et moi, ça bougeait beaucoup dans mon ventre, entre autres dans les chakras 2 et 3. Et il y a eu vraiment une belle résonance qui a permis une transformation de ce jeune homme intérieur-là. Alors, ça s'est fait tout seul, puis ça, c'est vraiment comme les âmes qui se sont coordonnées et synchronisées pour arriver à cette transformation-là où nous trois, on était prêts à y aller. Et un coup qu'on s'est terminé avec Paul, ben, je l'ai remercié, je l'ai béni, etc. Mais on est rentré dans le potentiel du film avec Bradley Cooper et puis je l'ai monté à un autre niveau et dans l'évolution de Bradley Cooper, là, lui, il s'en va, check bien ça, son verre va être plus fort, mais il va réussir à générer plus de roses, puis là, il y a les bleus cobalt qui vont venir l'aider. Alors, dans son évolution, quoi qu'il est bien jaune là, il s'en va dans une tricouleur avec le vert émeraude, le rose et le bleu cobalt. Et c'est vraiment la partie ascension de son plan qui a été comme réactivée en conscience avec sa partie personnalité matière. Donc, il y a eu un rehaussement là-dessus, comme s'il y avait eu un élan, un spin pour lui montrer, dans le fond, sa prochaine étape d'évolution de conscience qu'il va avoir la capacité d'atteindre dans cette incarnation-ci. Alors, il a fait un beau ménage. Il y a eu vraiment comme beaucoup de roses qui est venu l'aider. Et puis, ça a enlevé des parties d'auto-sabotage qui étaient en lien. Là, c'était marqué un petit peu dans son chakra de la base. C'est des codages de conflit avec l'autorité. Et là, ben, il y avait eu comme la poussée de maturité vibratoire. Et là, il a été capable de pouvoir enlever son conflit avec l'autorité qui était installé dans sa base. Fait que magnifique transformation. Pourquoi? Parce que le fait qu'on ait ciblé qui se sent très seul sur Terre, malgré toutes les palettes d'expériences qu'il possède à son arc, il a voulu comme vider cet espace-là parce qu'une partie de lui est ennuyée par ce sentiment de solitude
qui est très là encore. Alors, donc, en plus, ça a ouvert une porte sur son ex-femme. Lynn avait dit qu'il était avec une mannequin russe et qu'il avait eu un enfant. Ce qui est arrivé, c'est que cette femme-là était très malheureuse pendant qu'elle était dans la relation de couple parce qu'elle savait très clairement, elle le sentait fort, qu'il y avait une attraction avec Lady Gaga qui était énorme. Et là, ça l'a vécu beaucoup de déceptions. Et là, lui, il était canné dans cette relation-là. Là, elle savait qu'il y avait beaucoup de chimie, puis elle avait peur, puis elle était triste, puis c'était beaucoup de non-verbal aussi. Donc, ils ont vécu cette période-là, chacun de soi, avec leurs problèmes, leurs visions, leurs perceptions, etc. Ça manquait d'équilibre, puis il y avait beaucoup de tristesse chez elle. Alors, quand il a réussi à aller taper dans son potentiel d'évolution avec trois lignes, la bleue, la rose et le vert, là, on a été capable d'arriver à elle et vider justement toutes les non-dits, toute la tristesse, toute la tension que le fait que Lady Gaga soit dans le paysage au niveau du cadre professionnel. Fait qu'il a réussi à dégager cette histoire, cet espace-là. Et là, il était rendu, quand on a terminé, il était rendu à se pardonner, puis à pardonner à la situation, puis à lâcher prise. Et là, il y avait des résistances, puis là, la transmission a coupé. J'ai perdu le fil à ce niveau-là. Fait que quand j'ai vu que la transmission avait coupé, j'ai rentré dans mon cœur, dans ma puissance d'âme, puis j'ai envoyé toute la compassion nécessaire dans le jaune et le rose pour qu'il puisse comme se pardonner puis lâcher ça. Parce que c'était brutal comme énergie qui a été absorbée par le chakra du cœur, puis fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte là, comme un gros mal, là, un coup que c'est sorti, là, tu n'as plus d'énergie là, tellement que ça prenait de l'espace, ça prenait de la place et beaucoup d'énergie, de résistance. Donc, c'était de la non-acceptation, du non-lâcher-prise, la difficulté de suivre son chemin de vie. Alors, il y avait quand même des grosses thématiques importante, là. Puis, tu vois, le fait de t'en reparler aujourd'hui, autant que la transmission avait coupé la dernière fois, mais le fait de te le résumer, il a accepté quand même de bouger à un espace encore plus grand. Et le bénéfice qu'il a en arrière de ça, c'est le courage, l'encouragement aussi, et puis une réconciliation avec son énergie féminine. Donc, automatiquement, il va être de meilleure humeur, un petit peu plus sympathique. Puis, un petit peu chancelant, fait qu'il va avoir encore son goût d'être seul et de cette conception-là par rapport à sa position humaine et divine. Mais en même temps, ce loup solitaire-là s'est réconcilié avec sa nature intérieure. Il y a plus de paix, il y a plus accepté, puis il va être plus facile d'approche et de s'unir avec des grandes âmes parce qu'il se pense bien avec des âmes intelligentes, sages et qui correspond un petit peu plus à son nouveau degré de maturité. Alors, puis en passant, Paul Walker, là, il est là en ce moment, il est très heureux d'avoir pu contribuer à augmenter la chance de son frère pour qu'il soit plus heureux. Et Paul a gagné des victoires, des points de lumière pour son ascension à lui. Puis, tu vois, il l'a absorbé dans cette partie sensible de l'être qu'il est et ça a fait un beau tampon qui a pu libérer beaucoup de mémoire liées à sa gorge, liées à la drogue, puis liées à une fille précisément de son incarnation, là, de son adolescence ou début de vie adulte. Fait qu'il a été capable d'aller un petit peu plus loin dans son mouvement en aidant Bradley. Parfait, ben merci beaucoup du partage. En fait, j'ai pas trouvé de lien dans la matière entre Bradley et Paul. Par contre, on les a comparés au niveau ressemblance physique. Ben, pas vraiment, parce que Bradley Cooper, c'est un châtain aux yeux plutôt verts, puis Paul Walker, c'est un blond aux yeux bleus. Les deux, je pense que Paul Walker est 6 pieds 2, Bradley est 6 pieds. Oui, je reparle de ça. On a travaillé sur son 6 pieds à Bradley parce qu'effectivement, il y avait comme une partie un petit peu plus chétive. Fait qu'on a été capable de reconnecter à certaines parties où il avait été mieux en forme, mieux bâti. En tout cas, il a travaillé sur sa structure d'ADN de l'homme qu'il est présentement pour euh, être un petit peu mieux
plus aéré, plus d'espace dans sa position masculine. Fait que puis c'est pas la même génération non plus. Là. Tu sais, Bradley, il est plus jeune que Paul. Fait que oui, on peut essayer de jouer à trouver des ressemblances, là, mais c'est pas pareil. C'est même deux fréquences d'onde qui est pas pareil non plus. OK, parfait. J'étais curieux de savoir, tu avais demandé l'aide de Paul pour aider Michael Phelps à conscientiser son travail avec l'eau. Est-ce qu'il y a eu des développements de ce côté-là? Hop, là, tu me connectes dans une affaire. Je n'étais pas vraiment avec Michael Phelps. Attends un peu. Tu veux savoir si ça a avancé? Ouais. Non, non. Je Non. vais te dire pourquoi. Paul Walker n'a pas réussi à connecter comme ça aurait pu y aller, mais dans une marge, ça peut être possible éventuellement. Pourquoi? Il y a une réduction intérieure au niveau de la claire-audience de Michael Phelps qui fait en sorte qu'il n'a pas été vraiment réceptif à s'ouvrir pour aller dans cette concentration-là. Donc, sa personnalité humaine a choisi de se replier un peu sur sa zone de confort, comme si Michael n'était pas réceptif à avoir un nouveau projet, une nouvelle mission, une nouvelle direction. Il est comme à sens opposé, comme le dos un peu tourné, mais en chérissant une partie qu'il a de lui. Puis il est encore aussi très à ses entraînements, je sais pas trop, il y a une bulle, il y a quelque chose qu'il n'a pas réussi à rejoindre dans le projet à ce niveau-là, mais c'est une question de temps. Le potentiel est là, il faut juste faire en sorte que Michael Femme puisse comme s'intoniser et recevoir cette nouvelle mission-là qui lui est transmise. Et tu vois, en ce moment, Michael Phelps est dans une énergie plutôt orangée avec un courant blanc. Fait que ça communique pas avec le bleu indigo, là de Paul. Fait que c'est une intention, c'est une potentialité, ça a été une belle prière, ça a été une direction, mais il faut que la personnalité elle soit réceptive, puis suffisamment alignée pour dire OK, c'est ça qui en est, bon ben j'y vais. Ça a été plus efficace que comme exemple avec une personne comme moi, ben je suis quand même assez à l'écoute quand il y a quelque chose à faire, je le reçois, je le fais, mais si les gens ne sont pas si à l'écoute de leur sensibilité, ben, de l'intuition et etc., ben, c'est plus difficile. Fait que ça amène des obstacles, ça, au défi de réalisation du plan matière à partir des conceptions spirituelles bonnes pour l'évolution du grand plan et de l'âme. Fait que c'est pas facile d'être un maître à tous les niveaux, surtout ceux qui se concentrent dans une maîtrise physique, ben ça prend des surdoués pour être capable de faire des ponts en énergie puis d'être capable d'aller chercher les impulsions divines qui ont à se manifester dans le grand plan. Fait que c'est une question de caractère, de modulation qui est en lien avec la mère de Michael Phelps. Et puis, ce faisant, c'est pas quadrillé pour arriver dans cet espace-là. Cela dit, il y a de l'aide. Il y a une de ses filles qui est toute rose. Et puis, elle a reçu l'intégrité de cette organisation-là. Fait qu'elle va aider son père avec le rose, son père un petit peu plus orangé, à le capter. Puis s'il n'y arrive pas, ben, elle va peut-être, elle, l'entreprendre parce qu'elle a reçu le programme. Fait que, puis elle est dans le rose, donc ça va être peut-être plus facile pour elle d'être sensible à ça et de dire, papa, alors, fait que c'est bien, mais là, on va dans des énergies très vite, mais c'est pas comme ça va se passer avec nos invités, Benoît. Faut Non, ralentir. c'est bon. Parfait. Ben, en fait, je voulais faire des petits retours sur les célébrités de l'émission précédente. Donc, Bradley Cooper, moi, je le connaissais de nom, puis seulement, essentiellement à travers la chanson Shallow qu'il avait faite avec Lady Gaga. Puis, j'ai fait des petites recherches sur des célébrités avec qui avaient travaillé précédemment, qu'on a vu dans d'autres émissions. Donc, un fait intéressant, il avait joué avec Matthew McConaughey, puis il y a un fan de Matthew qui a demandé à Brad son autographe seulement parce qu'il avait travaillé avec Matthew. Ben, Mathieu, il y a beaucoup de gens, fait qu'ils ont pu se mettre là, mais l'énergie de Mathieu McConaughey est 10 fois plus puissante.
Il est très, très entraînant. Il y a une puissance énergétique, magnétique que Bradley n'a pas. Puis même s'il veut se rapprocher de Matthew, il a à courir parce qu'il n'y a pas le même taux vibratoire, il n'y a pas le même niveau de puissance. C'est comme le petit frère qui essaye de courir en arrière du grand frère pour le rattraper. C'est carrément ça la différence entre les deux. Fait que là, tu me racontes ça, ça m'étonne pas parce que la prestance de Matthew McConaughey, elle a 3 niveaux de plus que celle de Bradley Cooper, tu sais. Fait que c'est comme si c'est le jeune homme qui tente encore d'expérimenter à savoir comment monter les marches, comment pouvoir suivre le power en avant de celui qui rouvre le groupe, là, l'élite. Fait que, Mais par contre, ça, c'est une grande force que j'ai félicité l'âme de Bradley Cooper parce qu'il est un homme doux. Puis les hommes doux, Benoît, je veux pas te vexer, mais t'en es un. Et nous, les femmes spirituelles, on adore les femmes, les hommes doux parce que justement, ils ont une nature plus proche de leur sensibilité, donc de leur vérité, donc de leur lumière et de leur présence. Fait que des fois, tu sais, quand c'est trop dans le tapis, puis c'est trop fort comme énergie de Mathieu McConaughey, ben en couple, c'est pas bon, ça. C'est mieux d'y aller avec quelqu'un de moins fort, de plus doux, mais c'est plus stable, puis c'est plus agréable, puis tu prends plus le temps de rentrer dans cette énergie lumineuse d'amour, de réconfort. Puis là, si tu tombes dans le don de soi, ce que tu peux pas arriver à ça avec des ultra performants power machines tu sais, fait que je l'ai félicité pour ça. J'ai reconnu qu'il avait une belle douceur, puis d'où le pourquoi qu'il a été capable également d'avoir un peu de rose dans son chakra du cœur et là de s'enligner vers des dimensions spirituelles plus roses. Dans le cas de Mathieu McConaughey, il est loin du rose encore parce qu'il est encore une machine masculine qui pousse, qui pousse, qui pousse. Et il manque d'énergie féminine. Donc, c'est pas, je dis pas que c'est pas un homme tendre, Mathieu McConaughey. C'est deux énergies qu'on essaie de comparer, là. Puis c'est plus fun avec des hommes doux parce que ça coule mieux, puis ça mène vers la direction du cœur et non pas d'augmenter la puissance, puis de pousser, puis de prendre l'expansion, puis de, tu sais. Fait que, en tout cas, les hommes doux, moi, je les vois facilement, puis je les bénis, puis je les remercie parce qu'il y en a pas assez. Il y a trop de mâles alpha et qui tombe dans le contrôle, l'agressivité, la violence et la méchanceté et toutes ces caractéristiques-là des hommes qui manquent d'amour, de douceur et d'équilibre entre leur yin et leur yang. Alors, Bradley, il a ça, puis il a une belle maîtrise parce que justement, il est pas mal à l'écoute de ses cordes de sensibilité. Fait que je voulais juste en faire, tant qu'à faire la comparaison entre les deux, là. Puis je l'avais remarqué, je l'avais souligné ça pendant notre échange avec Paul Walker. Je dis, wow, merci, merci d'être un homme doux. Pour moi, c'est un sacré compliment quand je fais ça à quelqu'un, là. C'est Parfait, ça ben que j'aime, merci. c'est ça que je regarde, là, tu sais. Mhm. Parfait. Bradley a joué dans le film Valentine's Day, dans lequel participaient également Shirley MacLaine, Taylor Swift, Julia Roberts et Ashton Kutcher. Ouais, ben j'en ai parlé un peu, je me rappelais plus comment il s'appelait là. Tu sais, justement, c'est le film avec Scarlett Johansson où ce que là, il est coincé dans une relation de couple puis une passion torride avec une nouvelle qui ressemblait un petit peu à son conflit. Mais merci d'apporter le titre. Puis effectivement, Shirley MacLaine, j'ai des frissons partout là, elle a aimé tout de suite. Fait qu'elle aussi, elle reconnaît les hommes doux. Ah! Puis elle l'a trouvé aussi comme très beau et très charmant. Fait que, tu vois, on parle de Bradley Cooper, puis elle sourit, puis elle l'aime bien. Tu sais, c'est un bel homme à croquer, là, tu sais. Fait que, oui, c'est intéressant. Maintenant, avec Taylor Swift, il y a une plus grande distance. Fait que Taylor Swift, je sais pas, ça a bien passé parce que, mais comme plus réservé, puis en tout cas, ils sont plus loin, fait qu'il y a peut-être pas eu une connexion assez grande. Puis maintenant, c'est-tu lié au fait qu'elle n'a pas été choisie pour son film ou etc. Je crois pas. C'est vraiment quelque chose qui fait en sorte que, ben, il y a une distance parce qu'elle est occupée de son bar, il est occupé du sien, puis il y a quelque chose, Bradley n'avance pas vers Taylor. Fait que, je sais pas si c'est une méfiance, si c'est une question de temps, de synchronicité il y a une distance.
Qui t'a dit aussi? Julia Roberts. Julia Roberts, écoute, Bradley, il y a un gros wow par rapport à Julia Roberts. Mais Julia Roberts a une énergie qui a quand même plus de rouge. Il y a du jaune, oui, mais elle a plus de rouge, comme on a vu. Fait que lui est en admiration devant elle, mais elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé. Elle est restée dans son espace, etc. C'est pas qu'elle était hautaine snob ou qu'elle voulait pas y parler ou etc., mais le lien du cœur de Julian ne porte pas vers Bradley Cooper. Fait que là, il est wow, mais il y a quand même une distance. Puis t'as dit qui aussi? Shirley, Taylor, Julia, puis Ashton. Il y avait Queen Latifah aussi. Ah, OK. Ben, Ashton Kutcher, ils ont eu beaucoup de rire ensemble. C'est comme deux jeunes hommes immatures et rigolos, puis qui ont été capables de rire ensemble. Fait que, puis Ashton n'est pas dans les mêmes couleurs que Bradley. Ben, les deux ont un fond jaune, mais Bradley, il tombe plus vers le vert. Euh, fait que, mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est un contact positif avec Ashton Kutcher, puis qui ont rigolé. Fait que deux ados éternels qui rigolent, mais qui sont très professionnels ensemble. Puis là, je viens de voir une vie commune. Oh mon Dieu! Ashton Kutcher, c'était un homme en tuxedo, puis Bradley Cooper était une femme, et ils ont valsé ensemble. C'est probablement un espace de diplomatie, là, tu vois que c'est des collègues huppés et de l'aristocratie, et puis là, ils valsent ensemble. Fait qu'ils ont déjà eu une incarnation où ils se sont connus, mais pas dans les mêmes conditions. Fait que, il y a une complicité, on la voit là. Puis Queen Latifah, encore là, ça bouge beaucoup dans son énergie, puis il n'y a pas de connexion directe avec Bradley Cooper. Fait que je dis pas qu'ils s'aiment pas, mais encore là, Bradley puis Queen sont pas dans la même direction, sont pas un à face de l'autre, etc. Puis Queen, elle n'avait pas mal plein son plan parce qu'elle est occupée dans sa bulle avec ses affaires, puis Bradley il est là, mais il n'y a pas trop il y a pas trop d'interférences. Fait que moi, ce que je comprends de tout ça, tu vois faire le tour de toutes ces personnes-là, là, puis Bradley, c'est une personne qui est à sa place. C'est ça qu'on comprend. Fait que oui, il est capable d'avoir des bonnes relations avec les gens, mais c'est plutôt discret, puis c'est plutôt réservé. Il est dans son espace, il respecte l'espace des autres. Oui, il peut avoir comme des chimies ou etc., mais si tu vois qu'il n'a pas réussi à aller avec eux dans des connexions profondes et évolutives, là. Fait que c'est du bon relationnel. C'est quelqu'un qui est à sa place, puis ils sont tous professionnels aussi. Mais je te dirais, la plus heureuse de la gang de l'avoir rencontrée, c'est Shirley MacLaine. OK, parfait, mais merci. Je vais faire un petit retour sur Lady Gaga aussi. Dans un premier temps, moi, j'ai pas mal aimé plusieurs de ses chansons, de ses gros hits. Sinon, avec des célébrités antérieures, elle a fait un duo avec Christina Aguilera. Do you want, do, you want? Quelque chose du genre, curieusement. Elle a joué avec Mel Gibson et Charlie Sheen dans un film, Machete Kills, avec aussi... c'est ça. Une question que vous avez posée, sa relation avec Céline, il aurait fait des répétitions ensemble pour la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris. Ah, OK. Super. Mais en tout cas, c'est deux femmes qui se respectent puis qui se rejoignent dans leur jaune d'âme. Fait que, il y a une complicité, là, ça c'est clair. Puis tu me parles de ça, puis je vois les deux filles qui sont très heureuses. Fait que c'est une belle relation, ça. Ben, OK, parfait. professionnelle dans ce cadre-là, là, mais non, il y a de la reconnaissance. Ce que je vois, c'est que Lady Gaga, elle aime beaucoup que Céline soit vraie. L'authenticité, la sensibilité. Non, non, c'est une sœur qui est à ses côtés puis qui va se battre avec elle. C'est carrément ça, les deux, là. OK, d'accord. Quand elle avait plus jeune eu un peu de difficulté à gérer ses différents défis, elle avait fait appel à Deepak Chopra Ah oui. pour l'aider, entre autres, avec ses problèmes d'insomnie ou de cauchemar. Puis Deepak, il avait aussi été conseillé pour Michael Jackson à l'époque, là.
Regarde, déjà, là, quand on disait que Lady Gaga était capable d'aller chercher les outils nécessaires pour s'auto-réparer puis se donner une croissance vibratoire, en ayant cherché des patchopras pour ces problèmes-là, ça a fonctionné parce que, comme je te dis, elle a réussi à patcher ses trous. Ah, puis c'est le fun que tu en reparles de ça parce que là, j'étais en train de m'endormir et je suis revenue sur les indices de dépression, et etc., de Lady Gaga. Ça, c'est encore là, j'étais en train de m'endormir, fait que ça a été vraiment profond. Puis j'ai vu, elle me montrer le cheminement, puis on a avancé davantage. C'est comme, oui, il y avait bien scellé, mais il restait quand même des marques, des cicatrices de ça. Alors, on a pu épurer pour l'enlever véritablement pour qu'elle revienne dans son espace aurique complète. Fait que je te remercie de me ramener ça. Je n'y avais pas pensé, noter ou quoi que ce soit, là. Mais il y a eu un changement, justement, des cicatrices énergétiques que cette époque-là avait faites sur elle. Puis, en fermant définitivement les cicatrices, en enlevant les cicatrices, on a pu enlever d'autres types d'entités qui étaient beaucoup plus loin, donc moins interférentes, mais quand même rattachées à ça. Puis que c'était une énergie solitaire, puis de la misère dans la matière. C'est fait qu'il était attaché avec ces deux liens-là, ces deux émotions-là. Fait que vu qu'elle n'a plus la misère sur la Terre, ben là, tu vois, les entités étaient encore loin, mais ils étaient attachés à cause de cette programmation familiale. Fait qu'on a pu épurer ça très rapidement, puis après ça, je me suis endormie, ça finit là. Mais je te remercie. Il y a eu elle a eu comme une post, je sais pas comment tu sais, quand tu as des opérations pour enlever les cicatrices après, là, elle a eu ça, mais en énergie avec beaucoup de lumière parce qu'elle était prête justement à le déployer. Puis secrètement, l'énergie qui était liée à la misère sur Terre a été entreprise par des belles déesses divines, dont entre autres Anna, la grand-mère de Jésus et Marie aussi était là, puis j'ai vu Marie-Madeleine. Fait qu'il y a eu vraiment beaucoup d'énergie essénienne qui sont venues l'aider à travailler le détachement en lien avec la Terre. Puis c'était à peu près à ce niveau-là. C'était tellement mauve que, pouf, j'ai perdu la carte après. OK, parfait. Ben, ça complète les retours que j'avais prévus. Puis là, tu m'entends-tu? C'est bon. Ouais, ça complète moi aussi ma partie retour, mais je voulais juste fermer la boucle avec Michael Jackson de la semaine passée. Là, ce qu'on a vu, c'est que euh, ça arrive souvent qu'il vient pour que je l'aide, mais j'en parle pas à toutes les émissions. Fait que j'ai trouvé ça très particulier qu'il fasse présence à Lynn la dernière fois pour être sûr que là, on le passe pour travailler. Fait que si j'ai trouvé ça particulier de son bord, mais je veux juste vous dire qu'il y a quand même des très belles vertus, des très belles valeurs, puis il continue à œuvrer, même si ça va dans le contresens de sa famille, tu sais. Fait que c'est ça. Je veux juste vous dire que c'est une des âmes que je travaille le plus avec, même si j'en parle pas à toutes les émissions, mais c'est c'est juste ça, la petite cerise sur le Sunday là, de mes retours. Bon, ben, c'est parfait. Donc, on va pouvoir enchaîner avec les célébrités du jour en Molière et Shakespeare. Ouais, pourquoi tu les as choisis? Ben, parce qu'ils ont marqué à leur manière le théâtre, puis je veux dire, c'est encore d'actualité. Ben, c'est sûr que peut-être moins maintenant, mais je veux dire, ça demeure des références dans le théâtre, puis même quand on dit souvent euh, le français c'est la langue de Molière ou l'anglais c'est la langue de Shakespeare, donc ça demeure des références encore Oui, tout aujourd'hui. à fait. En littérature, surtout, on les voit beaucoup dans les classes encore. Je me rappelle quand j'étais au cégep, on est tombé dans Molière. Puis c'était une chance parce que sinon, on les connaisserait pas, là, tu sais. Ouais, Connaîtrait exact. pas, ouais. Je me dis connaisserait, mais non, ça n'existe pas, c'est connaîtrait. Ah, je déforme la langue de Molière, je m'excuse, Molière. On a deux angles très différentes. Molière est jaune, Shakespeare est rouge. Fait que déjà là, c'est deux niveaux, deux fréquences différentes. Mais situe-nous dans le temps. Molière est de quand à quand, puis Shakespeare de quand à quand. Donc Molière, lui c'est dans les
1564 à... ah non, pardon, ça c'est Shakespeare. Shakespeare est venu avant. Shakespeare, 1564 à 1616. Molière, un peu après, 1622 à 1673. OK, puis tu vois, Molière était dans une période beaucoup plus bleue. Ça fait que déjà là, l'énergie de Molière de son époque est dans d'autres fréquences que celle de Shakespeare. Bon, allons-y avec Molière parce que sinon on va les croiser tout le long. Le but, c'est pas de les comparer. Le but, c'est de prendre de leurs nouvelles. Parfait. Donc, c'est ça, lui, il a vécu de 1622 à 1673. Il était, il mesurait environ 5 pieds 6, 5 pieds 7. Il était déjà, ce que je comprends, là, il était déjà au courant des des grandes explorations. Il était conscient de la Nouvelle-Amérique. Puis c'était une âme qui avait quand même le coude facile qui lève. Là. Tu sais, je sais pas c'est quoi l'expression, là, mais il y avait vraiment pas un problème d'alcool, mais l'alcool a servi beaucoup à l'expression de qui il est. Et ça, c'est particulier. Puis, je l'ai vu comme sur... il était bien habillé, par exemple. Ça, c'était quelqu'un qui était... euh, c'était pas un auteur sans le sou. Je ne sais pas s'il y avait des mécènes ou des gens qui l'ont entrepris financièrement, là, mais c'est vraiment un particulier qui avait la protection de la bourgeoisie ou etc. Donc, il y avait un tempérament difficile. Ça, c'était pas quelqu'un qui était beaucoup à l'écoute. Il y avait une grande sensibilité, mais il savait où est-ce qu'il s'en allait. Il y avait le sens des décisions très pragmatique, puis c'était une personne très tranchante. Il n'y avait pas de gants blancs avec Molière, il n'y avait pas d'entourloupette ou de nombreuses courbettes, là. Il savait où ce qu'il s'en allait, puis c'était très tranché, puis il était à la limite détestable. Mais avec l'espèce de reconnaissance de génie, il n'y a pas grand monde qui s'amusait à le contredire ou à le contester parce que il n'était pas parlable à ce niveau-là, puis personne aurait pu gagner par rapport à lui, parce que justement, à cause de ses relations, à cause de son rang un petit peu plus élevé ou privilégié au niveau de l'élite de cette époque-là, qui faisait en sorte que c'était un monument très rapidement, à cause de son niveau d'aisance puis de pragmatisme. Alors, c'était très facile pour lui de voir des choses au niveau des détails, du pourquoi il était capable avec la complexité de bien les décrire, puis de soulever des mouvements, pas de contestation, mais au moins de remise en question de la conscience collective de l'époque. Et non seulement ça, mais il y avait quand même aussi une ambiguïté sexuelle. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais été capable d'observer en énergie. Je le vois là. euh, il porte vraiment le solitaire artiste incompris qui a une grosse misère énergétique qu'il n'avait pas conscience. Il y a une grosse déception par rapport à probablement la religion catholique et c'est une des raisons aussi pour lesquelles il y avait le coude qui lève un petit peu plus facilement. Fait que, il y a vraiment eu de la tempérance à mettre sur l'espèce d'histoire de Jésus. Puis quand on regarde ça avec l'énergie d'aujourd'hui, on voit que la religion n'a pas collé sur lui à cause de ça. Donc, il a été comme malheureux, très triste, très déçu. C'est des vieilles mémoires qu'il a porté depuis justement le passage de Maître Jésus sur terre. À l'époque, écoute, là, c'est gros ce que je vais te dire, c'est qu'il prenait des notes. Il a connu Maître Jésus pour vrai dans la vie quand il était incarné. Et il avait déjà commencé à prendre des notes de ce qui s'était passé dans cette époque-là. Et il n'a pas réussi à laver cet espace-là. Et là, ça a monté avec beaucoup. C'était comme une énergie ingérieuse, finalement injureux. En tout cas, fait qu'il il y a quelque chose qui n'a pas réussi à monter dans son énergie spirituelle de cette époque-là à cause
de l'intensité qu'il avait pu connaître auprès de Maître Jésus. Et là, on me dit aussi que certains passages qu'il avait écrits ont été repris par ceux qui ont écrit la première Bible là, et qui ont passé à ce niveau-là, mais ils ont filtré de son information qu'il avait relatée pour adapter la religion à la version qu'il voulait faire. Alors ça a laissé une grosse marque dans l'âme de Voltaire, d'où le pourquoi qui était imperméable au niveau de la religion catholique. Fait qu'il a fait peut-être le minimum, il a fait, mais dans une introspection, c'est vraiment quelque chose qui l'a fermé à cause de beaucoup de déceptions. Et ça, peut-être qu'il n'en avait pas conscience. Il y avait peut-être juste comme je ne corresponds pas à la religion catholique, mais là, tout le monde parle de ça, puis le roi au service de Dieu, puis là, tu sais, il y a Dieu partout, mais lui, il n'a pas collé là-dessus. As-tu de quoi qui confirme sur ses aspirations religieuses qui vont en ce sens, Benoît? Ben, dans le fond, c'est que l'Église condamnait la présentation de pièces de théâtre pendant Ah! cette époque-là. Donc, effectivement, il a réussi à certains moments donnés d'avoir l'appui de hauts placés lui permettant de performer, mais en trame de fond, il y avait toujours la contestation de l'Église. Ah, ben, je te remercie. Ben, tu vois, on a vu le pourquoi. Fait que c'est au-delà de on n'accepte pas le théâtre, là. C'est vraiment la déception qu'on a échangé sa perception, ses connaissances, son expérience qu'il avait relatée à la toute base. Puis que là, 1600 ans plus tard, c'était carrément ça s'avait dénaturé au plus haut point, là. Puis une chance qu'il y avait ça, parce que justement, ça y a amené, c'est une énergie de sa mère qui a modulé un peu le caractère, d'aller au bout de ses espérances, si on peut dire, puis d'où le pourquoi qui était déjà préparé à une énergie de confrontation. Fait que, il y avait déjà tous les indices à la base, puis je vais te dire plus que ça, c'est que Maître Jésus a une résonance profonde dans la conscience de Molière. Puis plus que ça, Jésus me dit qu'il, ben, il me montre que par le cœur de Molière, la lumière de Jésus a passé quand même. Donc, même s'il y avait un contexte conflictuel au niveau de la religion, Maître Jésus l'a supporté. Maître Jésus l'a amené à progresser puis à livrer ce qui était prévu dans sa mission parce que à l'époque où se sont rencontrés Matière, Maître Jésus avait une profonde reconnaissance pour Molière, puis il l'aimait bien. Il aimait bien ce qu'il apportait, ce qu'il écrivait, ce qu'il relatait. La difficulté, c'est qu'il y a du monde qui ont joué, puis qui ont changé l'histoire, qui ont changé les données, les connaissances, les faits, etc. Puis, ben, ça, là, Maître Jésus, il a été capable de mettre la lumière là-dessus, mais Molière a eu plus de difficultés à traverser ça. Puis, comme je te dis, le choc a été grand quand il a vu, 1600 ans plus tard, qu'il n'y avait pas de latitude pour honorer la vérité. Ben là, ça a contribué à atteindre son chakra du cœur, puis avoir une personnalité un petit peu plus désagréable parce qu'il trouvait que les gens étaient esclaves de la religion et que c'était très, très, très appauvri et contrôlant, dominant. Fait que ça, je vais te dire, ben franchement, cet espace-là est encore très palpable aujourd'hui dans l'énergie de l'âme de Molière. Donc, c'est vraiment quelque chose qui l'a suivi pendant 2000 ans, là. Puis qui n'a pas illuminé encore. Mais regarde, nous, en nos temps modernes, on a des astuces. Et moi, je donne une pastille de lumière verte émeraude, mais quand tu regardes à l'intérieur de la pastille, c'est un bleu clair comme un bleu aqua d'océan, là. Et puis, justement, ça a été absorbé tout de suite par son chakra du cœur. C'est pour enlever, justement, ces peine profonde, mais où ses déceptions en lien par rapport à sa volonté de servir l'histoire de Maître Jésus et de ne pas être capable d'y arriver. Puis non seulement ça, il me dit qu'il y avait un plan, il avait essayé d'écrire une pièce de théâtre ou un recueil, il avait déjà commencé à écrire sur sa déception de Maître Jésus, puis c'est un projet qui n'a pas terminé. Alors, il aurait pu arriver vraiment à une grosse révolution et à de grandes contestations parce que
il y avait déjà cette conscience-là. C'est juste qu'il y a eu tellement de misère à la semer, puis là, il savait qu'elle allait s'exposer à des gros chaos et que ça l'aurait brisé. Alors, il a essayé, il l'a sorti un peu. C'est peut-être 15-20 pages qu'il a écrit là-dessus, puis il a laissé tomber. Il a laissé tomber à cause, entre autres, des préjugés. Il était immunisé contre certains jugements parce qu'il y avait une force de caractère, puis il savait où ce qui s'en allait. Mais d'un autre côté, il y avait la modestie de reconnaître là où ça n'allait pas marcher. Puis il aurait perdu tout le soutien de ses mécènes, etc. Fait qu'il se serait rendu tout seul et il aurait été démoli et il aurait été assombri par de l'alcool il aurait tout cassé. Fait que, c'est-tu un manque de courage? Je sais pas. C'est-tu une question de timing? Je sais pas. Mais ce que je peux te dire, c'est que Molière est encore maintenant dans l'énergie avec du jaune et du orangé, de vouloir exposer le miroir de tout ce qu'il a accumulé au niveau des connaissances en lien avec sa source. Fait que je te dirais que 2000 ans plus tard, là, Molière est arrivé à un espace où il a vraiment pu développer sa spiritualité et sa compréhension spirituelle par lui-même. Alors, il a vraiment réussi dans cette époque-là à enlever l'espèce de dogme religieux qui couvre la France, puis on me le montre comme une grosse cloche à gâteau, là, invisible, puis c'était vraiment très difficile de sortir de ça ou de ne pas se laisser influencer par cette énergie-là, par ce dogme-là. Et moi, je vois qu'il tremble, puis ça jouait sur sa patience. Fait que s'il y avait eu une incarnation plus vieille, je ne sais pas à quelle heure qu'il est mort, mais il aurait pu avoir des problèmes de Parkinson s'il avait été plus vieux. Il est mort à quel âge, en passant? 51 ans. De quoi? Moi, je vois un problème de poumon, un genre de typhus. Ouais, c'est ça. Bronchite chronique, pneumonie, dans Ouais, cette tête-là. ouais, ouais. T'as-tu de quoi sur son alcoolisme ou sur sa vie amoureuse? Il a épousé Armande Béjart. Ils ont eu quand même euh, un, deux, trois, quatre enfants, peut-être cinq, mais plusieurs sont morts en dedans de quelques mois. Puis, c'est à peu près tout ce que j'ai comme détail sur sa vie amoureuse. Bon, OK, on va rentrer là-dedans. Ça n'a pas été un compagnon agréable. C'est le genre de workaholic travaillant dans ses idées, dans son monde, dans son univers, dans sa tête. Fait que c'était pas quelqu'un qui arrivait à communiquer ou à avoir une relation solide. Ça a été une famille d'apparence. Comme je te dis, il y avait aussi une ambiguïté au niveau de son énergie sexuelle. Fait que, il a pris quelqu'un de confiance, une jeune fille de bonne famille, impeccable, aux allures parfaites. Moi, ce que je vois dans le plan de Molière, c'est qu'il y avait trois enfants qui étaient très importants parce qu'il y en a un en particulier, un de ces gars, qui avait à transmettre un petit peu le flambeau. Et c'est la raison pour laquelle il a décidé d'aller chercher une famille. Il y avait un de ces gars en particulier qui était très important parce que c'était sa manière à lui de transmettre le legs et la générosité du bon vouloir que son âme avait à transmis. Mais quand tu le regardes par rapport à la position de sa famille, il est tout seul en haut sur son piédestal. Fait que ça n'a pas été un homme, un mari extraordinaire, un père présent et aimant. Il était vraiment workaholic. Fait que ses projets prenaient toute la place, sa philosophie, ses idées, ses contacts, puis dans une optique bornée aussi. Fait qu'il n'était pas agréable avec personne, finalement. Cette espèce de syndrome du génie créateur, mais fou un peu, là, mais qui a quand même eu la prestance. Puis là, tu le vois au niveau de son énergie d'âme, c'est comme le fabuleux qui avait une mission à livrer et il est arrivé parfaitement, même s'il y a eu beaucoup de difficultés, là. OK. Tu mentionnais plutôt à savoir il était riche ou pas, mais effectivement, il était au moins aisé, sinon riche, d'une part parce que ses parents étaient bourgeois,
Puis sinon, il y a eu la protection de nobles ou hauts placés au courant de sa vie. Donc, il était toujours en moyen. En moyen important parce que c'est ce qui a apporté la crédibilité, puis son âme a bien choisi ça, là. Puis ça a été important parce que s'il avait été un auteur pauvre, là, il aurait pas été capable d'arriver à laisser ce qu'il a légué dans l'histoire. Ça, c'est clair. Le fait d'avoir les ressources a pu le maintenir à pouvoir se focusser, se concentrer sur sa création. C'est carrément ça. S'il y avait eu des difficultés au niveau de l'argent, puis il aurait parti sur une autre condition, aujourd'hui, Molière, on n'en parlerait plus. Alors, ça, c'est quelque chose que son âme a bien placé pour pouvoir justement arriver à faire son legs au niveau de l'humanité. Puis quand on regarde la partie de son legs au niveau de l'humanité, aujourd'hui, c'est encore impeccable. Il y a encore beaucoup de lumière blanche avec un scellant à la terre bleue et puis, ça prend beaucoup de place, comme si tous les francophones de ce monde et tous ceux qui ont eu la chance d'avoir de l'éducation, justement, au niveau de la littérature, etc. C'est comme Molière a pu faire sa trace, justement. Puis plus que ça, c'est que je vois qu'il y a plusieurs années, de centenaires d'années qui ont commencé à passer, mais éventuellement, l'Église a commencé, beaucoup plus tard, à reconnaître, justement, le legs de Voltaire. Fait que, ils ont été très, très, très lents, là. Mais je veux juste vous dire que l'héritage énergétique de ce que Molière a apporté, c'est vraiment un dôme blanc qui est très large. C'est plus large que la France, hein. On parlait tantôt qu'il y avait un dôme au niveau de la France par rapport à l'éducation catholique ou la religion de cette époque-là, mais c'est pas le même type de lumière ou de dôme là. C'était une cloche de verre qui contenait et qui limitait l'évolution et la progression, en tout cas qui la contrôlait. Mais dans le cas du leg, c'est vraiment une belle couche de lumière. C'est translucide, c'est transparent avec un bon fond bleu qui scelle ça à la terre. Donc, d'où le pourquoi qu'en 400, 500 ans, il a réussi quand même à laisser un leg où que tous ceux qui ont la chance d'avoir une éducation arrivent dans ces classiques-là, dans ces tournants-là, de ce que Molière a apporté. Mais il y a Molière, puis Voltaire aussi. On aurait pu les faire ensemble toutes les deux en passant. Puis Voltaire a une énergie beaucoup plus blanche, fait que c'est déjà plus épuré, puis c'était déjà aussi plus facile pour Voltaire. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'était important qu'il ait les bases et les assises nécessaires parce que son âme était au courant que ça allait durer longuement à la Terre. Fait que c'est quelque chose qui a été appuyé par sa détermination de voir loin, puis de ne pas se faire déranger par les interférences du moment de cette époque-là, qui l'aurait cassé, qui l'aurait limité, parce qu'il n'aurait pas pu rien parler d'aucun sujet, ni exprimer aucune vérité. Fait qu'il a été quand même protégé, mais il y a une déception. Il aurait voulu aller plus loin. Il aurait voulu rehausser l'honneur de Maître Jésus dans un aspect plus libre, plus lumineux. Puis c'est quelque chose qu'il n'a pas réussi à se débarrasser en ce moment. Il le voit comme plutôt une dette. Mais je veux juste te dire que si on voit Molière dans son espace de vie en général, il y a 487 incarnations très proches de la Terre. Et depuis qu'il a vécu cette partie-là dans les années 1600, il a eu 5 incarnations sur Terre qui ont suivi, mais qui sont beaucoup plus modestes. Il a fait moins d'héritage et de legs à ce niveau-là. Et il y a eu 3 autres incarnations, autre terre, qui est allée cultiver d'autres connaissances pour affilier son profil littéraire. Parce que c'est une âme qui a encore aujourd'hui un profil littéraire très fort. Et non seulement ça, mais il vient de me dire qu'il a étudié également Shakespeare. Donc, c'est quelqu'un qui s'est tenu au courant de ce qui a suivi après lui. OK, parfait. Son père était un marchand tapissier et il a un peu hérité de ça par la suite. Puis un de ses frères était aussi valet du roi. Puis au décès de son frère, c'est lui qui a pris la relève aussi comme valet du roi. Donc il était dans l'entourage du roi, non seulement comme acteur, mais aussi comme valet. Puis d'ailleurs, euh, le roi, c'était Louis XIV, qu'on a déjà Hmm. vu dans des émissions précédentes. Donc, le roi, euh,
si on se souvient bien, il aimait beaucoup les arts, il aimait le théâtre, le ballet. Non seulement il était le protecteur de Molière, il a été le parrain d'un de ses enfants, mais il a aussi participé à certains de ses ballets et présentations. Bon, OK. Son père est mort du rein. OK, il y a une atrophie dans le rein gauche, là, ça y a apporté même des problèmes cardiaques. Fait que ses reins ont bloqué, puis ça a bloqué ses autres systèmes, il a défoqué. Fait qu'il est mort quand même jeune, son père. Puis quand je te disais que sa famille avait été planifiée en fonction de le servir dans sa mission, là, tu es arrivé avec le fait, là. Il a choisi une famille dont le frère était très proche du roi. Fait qu'en ayant la jouissance de la protection de la royauté, puis en même temps, Louis XIV, ça c'est une autre affaire, euh, il y avait une reconnaissance spirituelle, fraternelle, oui, mais quand même une certaine reconnaissance. Toutes les deux avaient une homosexualité refoulée et non assumée. Donc, ils n'ont jamais franchi le pas, mais il y avait quand même une légère tension en arrière des deux. Puis Louis était vraiment comme concentré à rentrer dans les standards. Fait que, regarde, l'homosexualité refoulée, c'était même pas dans les parages de son radar conscient, là, tu sais. Puis là, ben, c'est ça. Fait que c'est comme une nature morte qui a été comme enlevée des deux personnages qui ne se sont pas réalisés, assouvis là-dedans. Fait que ça, c'est pas grave, ça arrive, c'est l'époque. On rentre dans les standards, on rentre dans les standards, là, tu sais. Mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce que Louis XIV me transmet maintenant, c'est que ça a été vraiment de l'extase. La contact de l'âme de Louis avec l'âme de Molière, il y a une satisfaction. Fait que, il n'a pas été Louis XIV déçu ou tu vois qu'il a trouvé ça beau, il a compris que Molière avait amené vraiment une évolution de la conscience de cette époque-là qui avait contribué à amener plus de lumière. Donc, il y a une immense reconnaissance profonde entre les deux âmes qui existe encore maintenant. Puis Louis, ce que je vois, c'est que Molière était inquiet de la sécurité de Louis. Ça, c'est une crainte qu'il avait à cette époque-là. Je ne sais pas s'il anticipait ou s'il sentait la difficulté de la monarchie à ce niveau-là, à cette époque-là, ou que il avait déjà reconnu certains symptômes là, que ça allait s'effondrer. Là. Fait que ça, c'est quelqu'un qui est un innovateur, tu sais, qui est capable de voir ce qui s'en vient dans le temps, là. Fait qu'il était déjà un petit peu perturbé pour ça. Fait qu'autant que Louis le reconnaît comme quelqu'un qui a participé grandement à ce qu'il y ait plus de lumière dans le royaume, dans son royaume, autant que Molière, de l'autre côté, c'est pas ça qu'il vit. Il voit une crainte justement de son mécène ou de son protégé. Puis là, il y a de l'insécurité qu'il a entre les deux. Fait que ça, c'est quelque chose qui a contribué à ce que Molière ne dépense pas trop les bornes pour pas justement perdre l'appui ou la déception de Louis parce qu'il le reconnaissait, mais il voyait toute la précarité de cette époque-là, puis il était malaisé parce qu'il savait pas comment l'exprimer. Il voyait venir, mais encore là, tu essaies d'en parler, puis inquiète-toi pas, regarde, je gère, etc. Fait que il y a quelque chose qui a une belle complicité entre les deux. Et je vais plus loin. Il y a eu une incarnation où ils ont été armuriers toutes les deux et frères d'armes, mais pas au niveau du combat du terrain parce que c'était une époque pacifique, mais il avait quand même réussi à avoir une magnifique collection d'œuvres de guerre, si on peut dire, là, avec des armes qui avaient quand même utilisées ou fabriquées pour l'utilisation intérieurement. Et c'est quelque chose où ils ont fait une business ensemble et c'est une énergie très, très verte. Et c'est après, justement, l'incarnation qu'on parle à ce moment-là. Fait que des frères, mais qui sont spécialisés dans l'art d'apporter une révolution au niveau des armes et ben, ils s'amusaient à jouer avec, puis tout ça, mais pas nécessairement sur une place de combat, etc. Et ça a été bénéfique, comme s'il y avait
une incarnation où c'était beaucoup plus paisible pour les hommes, où là, c'était beaucoup plus libre, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, puis rire de ce qu'ils voulaient, puis de jouer avec ce qu'ils voulaient, puis d'apporter aussi une révolution au niveau de la confection de cet art-là, des objets de guerre. Donc, ils ont été comme par la suite dans une incarnation de métier artisanal de confection d'armes pour le service et de l'évolution. Fait que tu vois que là, après ça, ça a changé de thème, ça a changé de rang et ça a changé de couleur parce que, comme je te dis, c'était une incarnation qui était beaucoup plus verte. OK, parfait. Une des choses que je trouve intéressant, c'est que autant Molière que Louis XIV, si je me réfère à l'émission qu'on a faite sur Louis XIV, ont installé un dôme de lumière sur la France. Oui, ben, c'est ça, je te dis, il y avait une oppression de la religion à ce moment-là, une grosse oppression. Puis non seulement pas juste des catholiques, mais il y avait aussi la peur de l'envahissement d'une autre religion. Puis ça, on le voit du pourquoi il y a une espèce de cloche de verre qui est impénétrable, mais qui contraignait beaucoup et qui diminuait l'évolution des gens dans le contrôle, dans la peur, dans ci, dans ça. Fait que là, eux, ils ont trouvé l'antidote de lumière pour venir libérer ou apporter, ventiler, tu sais, apporter une lumière supplémentaire. Puis avec le temps, c'est cette lumière-là qui a prospéré, puis qui a brillé encore plus, puis que ça a réussi à enlever l'espèce de cloche de verre, mais ça ne s'est pas fait instantanément. Ça a pris des siècles, là. Ça a pris du temps. Fait que oui, ce qu'ils ont réussi à installer est encore plus fort aujourd'hui parce que cette énergie-là reste. Pourquoi je te dis que là, sur la planète Terre, ça touche la francophonie au complet et plus encore. L'héritage a été bien installé à cause justement de la complicité des deux. Molière n'aurait pas été capable de faire ça tout seul. Ça y prenait des alliés pour cette révolution culturelle-là. Et là, ben, il y a eu la chance d'avoir un roi très concerné par les arts, etc. Fait que ils ont pu réussir. Mais c'est pas que eux deux. Je vois aussi qu'il y a d'autres artistes. Il y a des sculpteurs, il y a des peintres, il y a plusieurs types. Même le gars qui faisait des fontaines à ce moment-là. Donc, c'est vraiment la possibilité du roi d'avoir été entouré d'autant d'artistes qui, tout ensemble, a permis de contribuer à ce que la lumière soit suffisamment forte pour ne pas rentrer dans la contrainte du dôme de vide de la religion. D'accord, parfait, merci. J'en profite pour présenter la première trame qui est tirée d'un spectacle musical Et si c'était nous deux. Ouais, ben là, évidemment, avec l'époque, c'était difficile d'aller chercher des trames sonores originales. Fait que j'ai essayé de trouver ce qui était le plus authentique possible. Puis encore là, il n'y avait pas tant de choix. Mais en tout cas, ça exprime une partie de ce qui a légué, mais qui a été repris dans nos temps modernes. Parfait, merci. Euh, on parlait que Molière il avait été en moyen pas mal toute sa vie. Par contre, au début de sa vie, il a été emprisonné brièvement pour des dettes, mais avec son père qui a apporté son aide, il peut être libéré quand même rapidement. Ben, quand tu as parlé de cette époque, de ce moment-là, ce que j'ai entendu, c'est une injustice. Fait qu'il y a quelqu'un qui a essayé de le pogner, puis ça lui a porté du tort, puis là, lui, il l'a vécu comme une injustice. Fait qu'en tout cas, c'est ce que j'ai sur cette situation-là. D'accord. Sa mère a eu 6 grossesses en 6 ans, puis est décédée pas longtemps après sa dernière grossesse, là. Ben, regarde, tu vois, elle avait le don de la couture. Elle aimait ça prendre le temps de faire de la couture à main. Pas, c'est pas des machines de tissu, là, mais elle cousait à main. Puis elle avait beaucoup d'arthrite aussi. Fait que c'est une âme jaune. OK, parfait. Il y avait un oncle qui était compositeur de musique. Oui, il avait le coude facile à lever lui aussi, mais tu sais, c'était comme un chou un petit peu rond, heureux, puis qui aime jammer, si on le prend dans nos termes modernes.
Fait qu'il a contribué parce que Molière, il l'a regardé d'un œil à côté. Fait que le fait qu'il ait du plaisir à jouer de la musique, etc., ça l'a inspiré à un certain niveau, au niveau du théâtre. Puis je vois aussi que son oncle, au début, l'a aidé justement à essayer d'avoir comme de la musique au niveau de sa pièce de théâtre. Mais il y avait un problème. Lui, je ne sais pas si c'est de la gangrène qui a monté, puis ça finit en crise cardiaque. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as sur son oncle, là, mais c'est ça que je vois. OK. Bon, on mentionnait évidemment qu'il était un peu en opposition avec l'Église. Ben, il dit, parce qu'il s'est concentré sur les comédies, il a essayé de faire un petit peu de tragédie, mais ça ne levait pas autant. Fait que, il disait, le devoir de la comédie étant de corriger les hommes en les divertissant, j'ai cru que dans l'emploi où je me trouve, je n'avais rien mieux à faire que d'attaquer par des peintures ridicules les vices de mon siècle. Oui, 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 c'était vraiment ça, sa détermination, parce qu'il y avait déjà beaucoup de misère. Puis comme je te dis, c'était un visionnaire d'un certain niveau, il voyait les choses venir, fait qu'il voulait que les humains soient plus libres, puis on peut pas y arriver dans la tragédie, puis les alourdir davantage, surtout qu'il y a plein de misère dans leur réalité quotidienne, entre autres des famines, entre autres la peur des guerres, entre autres. Tu sais, il y avait trop de choses, fait qu'il voulait vraiment y aller dans l'amusement, puis tirer, c'est une spirale, c'est comme une manière de sortir comme un peu de cette période-là qui est un peu infernale, si on peut dire. Puis de la manière que tu le dépeins, là, tu sais, regarde, on va percuter les consciences, on va y aller dans l'humour, il y a quelque chose qui va se passer, a été une formule gagnante parce que ça l'a permis, un, d'enrichir sa manière de proposer son histoire, son écrit, puis en même temps de faire avancer la conscience collective dans le divertissement, l'amusement, il y avait déjà prospéré cette énergie-là dans une incarnation grecque ou au contraire, il s'amusait déjà avec une énergie mauve à cette époque-là. Peut-être plus une incarnation philosophe et spirituelle, mais qui avait quand même déjà touché à l'art de la scène à cette époque-là avec une énergie, un courant mauve. Alors, tu vois qu'il a comme récupéré l'art et le talent qu'il avait, qui était peut-être plus philosophique, qui avait peut-être moins d'humour dans ce niveau-là, puis peut-être plus de tragédie. Donc, il avait expérimenté la tragédie parce que le peuple était un petit peu plus libre. C'est bizarre, là, parce que c'est une époque beaucoup plus avancée, reculée, dis-je, mais il avait réussi quand même à explorer ça. Puis, quand il a fini cette incarnation-là, il n'a pas aimé ça, la tragédie. Fait que là, il a comme peaufiné son art, il a peaufiné comme sa révolution, sa conscience, puis il a comme compris que dans la légèreté et l'humour, ben, les choses changent beaucoup plus facilement parce que ça suit naturellement plus le courant universelle de cette époque-là. Mais je vais aller dans une incarnation après, parce que dans les années 1815, il a été prédicateur. Puis là, il n'est pas dans la religion catholique, c'est probablement une religion plus anglophone, où il pouvait être marié puis faire ce qu'il voulait. Là. C'est pas, puis il a été un prédicateur justement pour récupérer un petit peu la conscience qu'il avait de Maître Jésus et d'améliorer sa bonté et sa gentillesse envers la communauté. Fait qu'il y a eu une vie de service spirituel, peut-être 200 ans après, pour justement mieux commémorer entre guillemets, la vérité de l'histoire de Maître Jésus. Fait que je voulais juste apporter ce détail-là parce que c'est important aussi dans l'évolution de sa conscience et de son évolution d'incarnation qu'il a vécu à travers cette expérience-là. Fait que c'est pas qu'il a renié, qu'il a tout mis à la poubelle, là. Au contraire, c'est qu'il était très proche d'une vérité divine, puis il s'en est occupé 200 ans plus tard. OK, parfait. En fait, à travers différentes pièces, il a fait la promotion de l'éducation des femmes, puis il dénonçait l'autorité parfois malsaine de l'Église et de la noblesse. Puis il y a deux pièces en particulier que suite à des critiques, notamment de l'Église, il a dû peaufiner, retravailler, sinon ça ne passait pas. Mais n'empêche que avec l'appui de Louis XIV, il y a eu quand même des privilèges qui lui permettaient de contourner parfois des obstacles.
Ben, c'est une protection, puis on se rappelle aussi, ben, on se rappelle, Louis XIV avait lui aussi un problème d'intrusion majeure, ne serait-ce que par le cardinal, ou peu importe, il y avait vraiment beaucoup d'influence de la religion, puis il a été immunisé par ça, parce qu'il était capable de faire vraiment une distinction, puis il y avait une belle bulle de lumière. Fait que oui, ça met de la pression, oui, il essaie d'avoir du pouvoir politique, mais il y avait quand même assez le courage que Louis dit non, puis garde, on garde ça comme ça, etc. Puis ça a été vraiment important parce que c'est ce qui, c'est le sauveur qu'il a été en Louis XIV qui a permis vraiment la victoire du legs de la révolution culturelle de l'époque par la littérature. Parfait. Je présente la deuxième trame, tiré d'un opéra urbain. C'est Regardez-moi et rêvez, j'en ai l'habitude. Ben, l'opéra urbain, là, quand tu tapes Molière sur YouTube, c'est pas mal que de eux qui sortent quelque chose en lien avec Molière. Tu as un chanteur africain qui s'appelle Molière, mais il chante pas du Molière, là, il fait juste porter le nom de Molière. Fait que je pouvais pas le mettre là parce qu'il n'y a pas rapport à part le nom. Fait qu'opéra urbain de Molière, c'est pas mal juste ça là, qu'il y avait sur le sujet, sur le bonhomme. Fait que c'est ça. Parfait. Comme personnalité, tu l'as dépeint un peu plus tôt. Il était considéré honnête et généreux, rêveur, mais aussi perfectionniste puis impatient. Puis il était chef de troupe. Il était à peu près une dizaine en général qui ils ont fait des tournées environ une douzaine d'années en début de carrière à travers la France. Puis finalement, les 12 dernières années environ, il était à Paris, puis c'était avec le roi qui faisait des performances notamment. Il y avait aussi un intérêt, en plus de pour la langue, la médecine puis les voyages. Ah, oui, médecine important. Je vois qu'avant, il y a eu une incarnation euh, de druide. Je vais le dire comme ça, c'est une incarnation celtique. Puis en fait, c'est là qu'il a connu sa femme, en passant, celle qui est venue dans cette incarnation-là dans les années 1600. Fait que c'est un retour là-dessus. Puis il y en avait de besoin parce que ça l'a permis à sa structure énergétique d'aller chercher une agilité, puis il a réparé quelque chose à son intestin par les connaissances qu'il avait à l'époque du 1600, là, au niveau médical, puis il était très branché. Il y avait justement un genre d'apothicaire naturel particulier qu'il allait voir justement pour des remèdes, parce qu'il y avait de la pression aussi, il faisait de la pression artérielle, fait que c'était un petit peu neutralisé par ça. Puis en même temps, non seulement ça, mais il y avait aussi conscience qu'il y avait des remèdes qui venaient de l'Amérique, puis il y en a essayé quelques-uns à cette époque-là. Fait que, qui sait? Hein, la connaissance est là à ce niveau-là parce que ça fait partie de la révolution de ce qui peut amener dans la structure vibratoire d'une personne. Et tu vois, même s'il y a un aspect négligé par rapport à la religion là-dessus, il y a des injustices à ce niveau-là, comme si la religion avait interféré sur les remèdes, etc., qui auraient pu aider vraiment les gens. Fait qu'il revendiquait ça, puis c'est une partie très importante dans son cœur. OK. À la naissance, il se prénommait Jean-Baptiste Poquelin, mais à 22 ans, il a décidé de changer son nom pour Molière, puis apparemment, il a jamais donné d'explication. Ben, il aimait pas ça, pas que lié ou pas qu'elle tient ou pas quelque chose, ça l'insultait. Il a mené, il a dit c'est assez. Puis Jean-Baptiste, ça c'est particulier parce que il a connu un peu la vraie fréquence de Jean-Baptiste, puis encore là, il trouvait que c'était un nom un peu trop religieux pour la mission qu'il avait à faire au niveau du théâtre. Fait que ça le nuisait s'amusait. Il voulait pas être un représentant de la religion à travers son expression. Fait qu'il voulait pas qu'il y ait un nom chrétien comme ça. Fait qu'il aimait pas son nom de famille, puis il aimait pas non plus porter hommage à la religion à travers le prénom qu'il portait. Fait que, puis Molière, c'est quelque chose qui bougeait beaucoup en lui. Fait qu'il s'est décidé à 22 ans, mais c'était quelque chose qui, tu vois, à 17 ans, il était déjà intéressé. Ça lui trottait dans la tête. OK, Fait que, parfait. il a planifié son coup, ça a pris du temps, puis là, à un moment donné, regarde, il l'a assumé pleinement. D'accord. Comme troisième trame, tu as choisi Seul de Don Juan.
Ouais, ben, j'aime beaucoup Philippe Bergella. C'est un magnifique chanteur qui l'a fait la voix il y a quelques années, etc. Puis c'est un de ses rôles qu'il y a eu dans Don Juan de Marco. Fait que je savais pas si c'était le même Don Juan de Molière, mais c'était le seul qu'on avait qui s'appelait comme Don Juan. Fait que j'ai pris le risque que ce soit le même Don Juan, là, parce que ça s'écrit pas pareil. Celui de Molière, il s'écrit Don Juan avec D-O-M. Puis là, ce vidéo-là, c'est D-O-N. Fait que je dis, oups, c'est peut-être un Don Juan espagnol. Puis là, c'est pas la même histoire. Puis là, c'est. Fait que là, j'ai pas évité voir s'il y avait une corrélation entre cette version-là puis Molière. Mais parce que ça s'écrivait pas pareil, justement. Fait que j'ai pris un risque, puis en même temps, ben, c'est pas un petit coup d'œil pour les réalisations de ceux qui font des comédies musicales sur ces thématiques-là aujourd'hui. Puis là, ben, ils ont été chercher Philippe Bergella. Puis je disais, hey, viens, 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 Philippe. Bien dans ma trame sonore d'émission. Oui, ben merci. Il a été apparemment malade pendant plusieurs années avant sa mort, puis il souffrait de problèmes de pneumonie, bronchite, etc. Puis, ironiquement, il est mort dans son rôle dans la pièce Le Malade imaginaire. Moi, ce que j'ai vu pendant que tu parlais, c'est qu'il a décidé que c'était assez. Il n'en pouvait plus. Puis c'est son choix à lui de quitter. Puis là, à un moment donné, tu as vécu, là, t'es vide, là, tu as tout donné, là. Là, clac, classé, puis ça a flanché. Mais oui, c'est bien de ce que tu parles de ça, mais il y avait aussi des raideurs dans les jambes, son genou gauche, il allait moins bien. Il y avait des problèmes de pression avec son cœur qui avait été stabilisé, mais pas tant et etc. Puis en même temps, il était un petit peu tanné dans son humeur, c'est carrément ça. Fait qu'il a définitivement fait le choix conscient de partir, puis c'est ce qui est arrivé. Tu sais, il avait fait ce qu'il avait à faire, il était tanné, il était plus capable, il avait tout donné. Merci, bonsoir, on passe à d'autres choses. Parfait. Ouais. Euh, Comme héritage, ben, on mentionnait que c'était la référence en théâtre dans la langue française. Suite à sa mort, il y a eu la fusion des différentes troupes de comédiens pour donner naissance à la comédie française. Puis, il y a aussi un prix qui a été mis sur pied pour récompenser les meilleurs acteurs de théâtre qui s'appelle La Nuit des Molières. Intéressant. Mais je veux juste te dire que Louis XIV, c'était important pour lui de rendre hommage à ce que Molière avait légué. Je ne sais pas s'il est mort après Louis XIV ou avant Louis XIV, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai capté carrément que c'était important pour Louis de transmettre l'héritage culturel de Molière, puis qu'il a fait des démarches pour qu'on puisse y rendre hommage. Maintenant, est-ce que c'est à cause du roi que ce prix-là existe? Je ne sais pas, je n'ai pas la confirmation. Mais des prix Molière, ce que je vois, c'est que depuis le temps, il y en a eu plusieurs. Fait que là, tu as parlé d'un prix, mais il y a d'autres prix dans des écoles, dans d'autres circonstances. Il y a plusieurs prix Molière qui existent en énergie. OK, parfait. Merci. Je vais juste jeter un coup d'œil. Le... OK, Louis XIV, il est mort après, en 1715. OK, quand même, pas mal. Fait que ça fait partie de son héritage. Je suis sûre qu'il a contribué fortement à ce qu'il y ait un prix Molière. Parce que Louis XIV a été le fondement pilier dans le legs de Molière. Fait que c'est clair qu'il l'a honoré jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Parfait. Donc, ça fait le tour de ce que j'avais sur Molière. Ben, c'est un genre de guide qui est pas vraiment disponible. Tu sais, si mettons, tu dis, j'aimerais ça avoir de l'inspiration dans la création, il va approcher, c'est une énergie qui est quand même encore carrée. Tu sais, fait que l'auteur qui voudrait canaliser Molière, ben, déjà là, faudrait que, il l'amène à ce que Molière ait plus de souplesse. Tu sais, c'est comme un maître très carré et rigide. Fait que c'est pas n'importe qui peut travailler avec. Ça prend vraiment beaucoup de souplesse, beaucoup de douceur. Et puis, ça va être difficile un peu parce que ben, ils vont être là, il va venir, mais il y a quelque chose de bloqué dans son énergie qui fait en sorte que la transmission va être très difficile pour la personne qui va essayer de canaliser Molière pour écrire avec.
Puis pour que ça marche, ce que je viens de voir, c'est que ça prendrait quelqu'un qui ait beaucoup de verre. Je ne sais pas pourquoi, probablement pour aider à libérer les tensions qu'il bloque Molière de l'autre côté à transmettre, ou au contraire, pour lui proposer une énergie de guérison pour cheminer. Mais en tout cas, ça prend des conditions complexes. C'est pas n'importe qui peut travailler avec. Fait que si vous voulez le faire, rentrez dans l'énergie du verre, même si c'est pas votre famille d'âme, puis allez-y avec beaucoup de souplesse dans votre cœur, puis écoutez, c'est comme un dirigeant d'armée. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas de place à ce que vous ayez votre propre fantaisie personnelle ou votre propre création. À la limite, il pourrait peut-être venir vous inspirer un peu, puis vous partez avec votre affaire, mais ça ne sera plus du Molière, là, rendu à ce niveau-là. Fait que je te dirais, dans les émissions qu'on a faites, c'est notre plus difficile à travailler avec comme guide qu'on a vu parce que justement, il y a un ascendant très tranchant qui rendait les gens très complexes à travailler. Puis il l'a encore aujourd'hui si tu l'appelles dans l'énergie de Molière. Cela dit, si vous voulez avoir un petit peu plus de tempérance et de bonté, ben là, vous pouvez aller chercher le révérend anglais qui l'a été 200 ans plus tard. Mais là, il va être plus dans une énergie orangée. Il va avoir un discours plus sur la bonté, mais encore là, il y a une agilité de travailler avec son intelligence qui est très difficile à suivre pour un canal pas trop entraîné à composer avec. Fait que même moi, qui est quand même assez experte à échanger avec n'importe quelle âme, là, lui, je le trouve complexe. Travailler avec, il faudrait que je m'aguerre. Je sais à quoi m'attendre, là. Fait que je pourrais me mettre dans des dispositions à travailler avec, mais encore là, tu essaies une écriture, puis il n'est pas content, il te refait recommencer, il te refait recommencer. En tout cas, c'est pas facile. C'est pas un guide facile, c'est pas une arme facile d'approche puis de travailler avec. Fait que je vous le recommande peut-être pas comme j'ai pu vous recommander d'autres armes. Parfait. Est-ce que tu étais prête à enchaîner avec Shakespeare? Oui, allons-y. Donc, notre deuxième célébrité du jour, c'est William Shakespeare. Une Et, énergie rouge. Ouais. et la première trame que tu as choisie, c'est Dare to Dance tiré de Honey 3. Ben ça a été plus facile à trouver parce qu'il y a tellement de films avec William Shakespeare, fait que c'était plus facile. Puis On et trois, ben le premier, c'est un film de danse hein, avec Jessica Alba. Et là, ils ont fait le 2, ils ont fait le 3. Et le 3, ils ont pris Roméo et Juliette. Et puis là, ce qui arrive dans le film, c'est que il s'ostine tout le long parce que ben justement, il y a moyen de faire du Shakespeare en changeant la fin pour que ce soit moins tragique, puis que ce soit une histoire heureuse. Fait que là, tu vois pendant tout le film, il danse, mais il y a le combat de dire ah, c'est plate, c'est triste, on va plus chercher des gens avec des fins tragiques comme ça. Ça serait peut-être le fun d'arriver à changer la fin de l'histoire, tu sais, puis de la rendre au moins heureuse, hein, un Shakespeare heureux. Fait que je trouvais ça le fun comme alternative de changer ça un petit peu pour éviter de tomber dans la tragédie, parce que lui, il est vraiment dans la tragédie, là, puis son rouge, il n'est pas très beau à William Shakespeare, probablement à cause de ça. Mais quand tu le fais monter plus haut, en vibration, William Shakespeare avait l'accès. Et là, c'est vraiment un accès à une énergie jaune. Donc, la connaissance et les mots et la lumière qu'il a été chercher à travers comme la réalisation de son œuvre pour l'ouverture de conscience n'était pas dans ses fréquences d'âme. Mais il y a eu un privilège quelconque, je ne sais pas comment, à ce stade-ci, qui est arrivé à ça, mais il canalisait dans une place précise particulière où probablement il a été le seul à avoir accès à cet espace-là en énergie. Et cette énergie jaune, il l'a ramené, il l'a canalisé, mais en symbiose avec ses blessures profondes, comme s'il avait entassé un paquet d'injustices, un paquet de malheurs qui était pris dans son cœur, qui était prisonnier à ça. Donc, il avait accès à une intelligence supérieure qui l'a amené justement à jouer avec la forme des mots, la forme du sens de ce qu'il voulait aller, d'ouvrir sur des plans multidimensionnels, comme tu vas chercher une phrase, mais elle veut dire 10 autres affaires.
tout dépendant dans quelle dimension tu te places. Fait que c'est un mélange, mais il n'a pas réussi à intégrer le jaune dans son âme parce que c'était trop tourmenté, il y avait trop de souffrance. Et c'est ce qui le caractérise. C'est-à-dire une énergie rouge. Donc, c'était vraiment dans le but d'ancrer dans la matière quelque chose de très durable. Et les auteurs qui sont rouges, il n'y en a pas. On disait, ben, franchement, sont dans d'autres couleurs. Donc, plus facilement dans le jaune, c'est la caractéristique du jaune d'être capable de bien écrire, mais lui, c'est ce qui l'a rendu très particulier. En s'installant avec les rouges, il a été capable de puiser dans toutes les mémoires et tourments qu'il avait en son cœur, en son âme, en son être. Puis tu vois, quand j'ai fait en son cœur, en son âme, en son être, Flax dans son être, aujourd'hui, je l'ai vu dans une énergie fiable. Alors, il a réussi quand même, malgré tout, à apporter de la guérison parce qu'aujourd'hui, il n'est plus dans le rouge sale qu'il était dans l'incarnation de William Shakespeare. Mais lui, ce qui le caractérise, c'est une énergie de révolte. Puis c'était sacré en son plan d'âme d'apporter, de s'impliquer justement dans la création de ce qu'il y avait à livrer. Puis il y avait une spirale de fantaisie qui est venue l'aider parce qu'il y a une spirale dans son canal qui descend. Donc, il a comme réussi quand même à aller chercher un aspect fantaisique dans son drame, dans sa tragédie, dans ses difficultés qu'il portait en lui, dans les lourdeurs. Et ça fait du bien qu'il y ait ça dans son canal parce que ça aurait pu être beaucoup plus lourd de ce que ça a sorti finalement. OK, d'accord. Donc, lui, il est né en 1564 et décédé en 1616. On le prénommait le barde, barde d'Avon, barde immortel pour sa facilité en poésie. Apparemment, il était quand même grand. J'ai ici un 6 pieds 3, 6 pieds 4. Ah, Je sais pas. impressionnant. Wow! Ben, tu as parlé du pied 3, du pied 4, puis j'ai vu une énergie comme plus jaune. Fait que c'est surprenant, c'est parce que il s'en est pas vraiment servi de sa grandeur pour son plan, parce qu'il l'a exécuté avec l'énergie du rouge. Fait que c'est surprenant, tant mieux. Puis quand j'ai vu son look, j'ai fait, wow, je m'attendais tellement pas à ça, un genre de semi-chauve, très sérieux, mais quand tu... Puis même si c'est un dessin, là, tu vois, ben moi, j'arrive à voir qu'il y a des connexions qui sont très, très pénibles pour son chakra du cœur, tu sais. Puis sa gorge aussi était difficile. Fait que oui, lui, il rentrait dans un monde, pas c'est un monde qui est le monde de Shakespeare probablement, où il s'amusait à décrire l'illusion par la poétrie, la poésie, la poétrie. D'accord. Ses parents, son père était gantier et sa mère était fille de riches propriétaires terriens, puis lui-même était troisième de 8 enfants. C'est important, sa mère là-dessus, parce que c'est elle qui a introduit la notion littéraire chez lui. Puis non seulement ce que je vois, c'est quand elle lui lisait des histoires, il était parti dans d'autres directions. Il avait déjà, à son jeune âge, la capacité et le talent de voir une histoire, puis de c'est comme les multidimensions de l'histoire à voyager. Fait que c'était vraiment un enfant qui avait beaucoup, beaucoup d'imagination, qui avait aussi des puissances extrasensorielles. Donc, sa mère lui lisait une histoire, puis ça ouvrait des espaces dans sa conscience qui allait puiser. Comme il prenait une histoire, puis c'était plus la même histoire parce que dans le monde de Shakespeare, ça touchait d'autres parties multidimensionnelles dont il avait conscience. Donc, toutes les histoires qu'il a eues, il était capable de les amener plus loin, encore plus en profondeur. Puis ça, c'est déjà un entraînement qui lui a servi à s'assumer un petit peu plus parce qu'il a compris, je vois à peu près vers l'âge de 18 ans, là, que ça y prenait vraiment la littérature. Il était vraiment un converti, que c'était là-dessus qu'il voulait aller parce que c'était vraiment ce qui l'animait dans la vie, tu sais. Parce qu'il y avait eu d'autres propositions de travail, mais il n'aimait pas ça. Il aimait pas ça. Il voulait vraiment rêver, aller dans son monde, d'aller voyager plus loin, d'aller chercher plus de profondeur. Il y avait la sensibilité de l'artiste qui était très installée et en fonction depuis son jeune temps. Fait que ça aurait été vraiment du gâchis qui ait décidé, exemple, de devenir barbier. Tu sais, tu comprends?
Fait que ça a été un choix clair, puis c'était bleu à son troisième œil. Fait que c'était important qu'il concentre sur cette vision-là de ce qu'il aurait pu apporter et prospérer. Mais il a fait de l'argent rapidement. Moi, ce que je vois, là, c'est que dans son incarnation, il a pu goûter le fruit de son travail. C'est pas un Van Gogh que l'argent est rentré après sa mort. Lui, ça a été fructifiant, il a été reconnu. Puis je le vois dans des théâtres, puis il est acclamé. Les gens se lèvent, puis fait qu'il il a connu le fruit de son succès pendant qu'il était en vie. Puis après ça, ça accroît, ça s'est multiplié, puis ça a grandi, ça a grandi, ça a fructifié. Mais cette énergie-là ne s'est pas faite dans le rouge. Il a été dans le rouge pour y arriver, pour le matérialiser, mais la fructification de ses œuvres a pu se faire grâce au jaune. D'où pourquoi il a été canalisé dans un espace secret accessible à lui, qui lui a amené, parce qu'il y a eu un effet jaune qui s'est prospéré après sa mort. OK, parfait. Tu mentionnais qu'il y a eu, qu'il a su qu'est-ce qu'il voulait faire à 18 ans, mais c'est aussi à 18 ans qu'il s'est marié. Sa femme était déjà enceinte, puis ils ont eu rapidement une fille, puis ensuite des jumeaux, euh, puis une autre fille, ouais, c'est ça, deux jumeaux euh, en très peu de temps. Puis Vas-y. Suite aux naissances de ces trois enfants, apparemment, il y a été un 7 8 ans où il n'a pas été impliqué dans le théâtre, en tout cas pas au niveau public. Puis apparemment, c'était entre autres en raison de problèmes avec la justice. Ce que je veux dire, le pourquoi qu'il l'a mariée elle, c'est pas juste le fait qu'elle soit enceinte en mariage, c'est parce elle a accepté de le prendre lui tel qu'il est dans son uniformité. Il savait qu'il voulait s'aligner vers justement une carrière de poète, ok? Il savait qu'il allait s'aligner dans la littérature. La décision a été très claire, a été très prise, puis il a réussi à trouver quelqu'un qui l'a accepté et qui l'a aimé pour qui elle est. Puis là, les années qui ont suivi après, moi, ce que je vois, c'est des ajustements, c'est une remise, c'est comme une quête intérieure ou existentielle, si on peut dire. Puis il a comme commencé à bâtir son jugement pour s'assumer pleinement. Fait qu'il y a comme le moment où ce qui a pris la décision, puis qui était bien entraîné. Puis après ça, il a comme ajusté sa structure, il a ajusté son système, il a accueilli sa famille. Moi, je le vois plus comme une période de transition, etc. Puis je vais te dire, ça a été important qu'il ait sa famille parce que les drames qu'il a été chercher ont été inspirés de sa vie familiale très proche, là, ses enfants, et etc. Ça lui a permis d'entrevoir certains scénarios ou difficultés ou crises ou scènes ou peu importe. Fait que moi, je le vois vraiment comme une période de transformation pour y arriver au résultat que le fruit est prêt à être livré et à sortir. Fait que je vois des ajustements. Là, tu me dis qu'il y a eu des problèmes de justice là-dessus, mais au niveau de son âme, ça n'a pas nécessairement laissé de traces, puis ça n'a pas influencé comme tel. Il a juste permis de rentrer dans une partie d'une problématique du système ou d'une faille qui a amené justement de l'inspiration pour développer ce qu'il a voulu amener au niveau de ses histoires. Fait que c'est vraiment une période de transformation, d'apprentissage, de reconnaissance, mais de placer son plan. Fait que c'est pas un échec, c'est pas rien de grave. Ça a peut-être un lien même un peu avec les finances parce que dans cette période-là, même au niveau des finances, ça a été comme difficile à transiger parce que toute sa structure à tous les niveaux était en mouvance pour cette transformation-là. Mais tu n'as pas de détails sur ces affaires de justice? Euh, que j'avais, il aurait été, ben, en fait, comme détail, il aurait, il aurait fait du braconnage sur des terres voisines, puis il aurait été pris sur le fait, puis donc il aurait été traduit en justice pour ça, mais plus tard, il aurait
il aurait pris sa revanche en composant un poème contre la dite personne. Ouais, ben c'est ça, je te disais, c'était au niveau de ses finances, ça bougeait beaucoup. Fait que si lui, sa priorité, c'est de nourrir sa famille, ben il va y penser, même s'il y a eu des problèmes là-dessus. Mais ben, peut-être que sa revanche a marché, comme je te dis, ça n'a pas laissé de marque dans son âme, cette partie-là, mais au contraire, ça a été important dans son inspiration. Fait que tu me dis, il est sorti de là, il a fait ça, mais encore là, tu sais, je connais pas toutes les œuvres de Molière, mais c'est sûr qu'il y a dû avoir des personnages qui ont des problèmes d'une manière ou d'une autre liés à la justice, là. Fait que c'est une thématique qu'il a plongé dedans pour approfondir son savoir là-dessus. Mais ça faisait partie de la transition, là, de tout ce qui montait au niveau de sa structure vibratoire. Puis tant mieux, parce que regarde, tu maries quelqu'un, puis là, 10 ans plus tard, ça bouge encore, puis c'est pas placé, puis ça comme sorti, mais pas tant. Puis, écoute, il a eu la chance d'avoir une femme qui a confiance en lui. Ouais, sérieusement, là, parce que ça a pris du temps à bouger tout ça, là. Parfait. Tu disais qu'il s'est inspiré de sa famille pour écrire ses pièces, entre autres les tragédies. Il y a un de ses fils qui est décédé quand même jeune, à 10 11 ans. Ouais, c'est la mort d'un enfant, peu importe l'âge qu'il a ou dans les contextes. Tu sais, quand tu vois le conflit de Roméo et Juliette, où tu sais, c'est de deux familles, des jeunes en conflit, les jeunes morts tragiquement, ben c'est dans l'état d'émotion qu'il est allé chercher dans son cœur, peu importe dans le contexte que tu le mets, là, tu sais. Tout à fait. Il était côté religion, il était baptisé, il fait baptiser ses enfants, il allait à l'église, mais il y a peu de documentation sur sa croyance en général. Ben, je vais te dire, j'ai des frissons bord en bord. Il savait que la religion était limitée, puis il savait que Dieu avait une grande puissance, une grande lumière, puis il a été capable de faire le lien, le pont entre Dieu et la lumière, puis la réalité matière. Puis ça a été une de ses grandes forces parce il y a eu le jugement aiguisé pour arriver à apporter ça. Puis non seulement ça, mais ce que je vois, c'est que ça a apporté beaucoup de réconfort dans l'âme des gens, d'avoir comme l'opportunité ou la possibilité d'avoir quelque chose de plus lumineux, de plus grand, de plus fort que la religion comme telle. Fait que c'était pas. Ce que je vois, c'est qu'il y a eu une incarnation plus fanatique. Je le vois avec une espèce de croix, là, puis là, c'est pas une belle incarnation, là. Là, il prêche Dieu, mais c'est de la religion, de la religion, de la religion, mais c'est basé sur une espèce d'entêtement. C'est une vie noire et orangée. Fait que tu vois que ça n'a pas sublimé jusqu'à la lumière de Dieu, de ce qu'il y en est, et etc. Fait qu'il y a déjà eu une partie convertie, assumée dans la religion, mais tu sais, avec du satanisme, avec ci, avec ça. Fait que c'était rien de lumineux. Fait qu'il y a eu cet espace-là où ce qu'il l'a prôné beaucoup. Mais c'est une incarnation avant. Là, dans cette incarnation-là de William Shakespeare, il a compris qu'il y avait quelque chose de plus fort de ce qu'on nous disait ou ce qu'on nous montrait. Fait que il n'était pas fermé à la religion, mais il avait compris qu'il y avait quelque chose de plus fort. OK, parfait. Ben, en fait, il semble qu'il a été plus chanceux que Molière par rapport à l'acceptation de l'Église des théâtres. Puis d'ailleurs, il a contribué à la popularité des théâtres en Angleterre. Il y a seulement au début des 1600 où il y a eu la peste bubonique à travers l'Europe, notamment l'Angleterre, ce qui a causé la fermeture des théâtres, mais sinon, il y avait carte blanche pour faire des performances. Ouais, mais ça lui a fait du bien parce qu'il a pu se remettre à écrire puis de revenir dans sa bulle familiale à un certain niveau. Puis en passant, cette peste-là, il l'a déjà eu. Je sais pas si c'est dans cette incarnation-là, mais il m'a montré un corps physique masculin où ce que c'était pris dans sa bouche, puis tu vois que c'est rentré dans son corps. Fait qu'il s'est peut-être isolé pour se protéger d'une maladie qu'il avait déjà eue. Parce que c'est dans les résonances de ses mémoires, ou peut-être qu'il l'a attrapé à cette époque-là puis qu'il n'en est pas mort, je ne le sais pas, mais il porte ça en lui. Donc, c'est une expérience qu'il a déjà vue, puis encore là, je vois que la thématique de la fin, je vois la thématique de l'amour avec sa femme, etc. Fait que ce qui arrive, c'est qu'il a réussi à démêler, à démonter tout ça dans le respect de tout. Autant que Molière voulait comme taquiner, puis il saisissait à coups de fouette, là, puis qu'il brassait les conventions, lui, en tant qu'ancien prédicateur, il a compris le mouvement de la religion
religion, puis il a été capable de se tailler une place pour rester en respect, mais en même temps pour dépeindre une partie de Dieu qui était différente. Et là, l'Église est venue le chercher là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'ils ont réussi à collaborer dans une relation respect-respect, où là, tout le monde était à sa place, n'était pas menacé. Puis en même temps, ben, ça apportait des dogmes. Mais la religion dans ce pays-là n'était pas la même poigne que Molière avait avec la France à cette époque-là. Fait que, puis en même temps, ce que je vois, c'est que dans l'âme de Shakespeare, il a réussi à corriger le fait de s'ajuster d'une relation, entre parenthèses, de respect de chacun son espace. Ça lui a permis de moduler sa perception, ses codages et liens avec la religion, d'où le pourquoi il s'est autorisé de monter plusieurs paliers pour mener à un Dieu soleil, un Dieu lumière, un Dieu bienveillant. Et là, il a exposé la confrontation avec le Dieu lumière versus la misère humaine et tragique que on pouvait vivre dans notre expérimentation. Fait que ça, c'est quelque chose qui est scindé. Il y a une fente dans le cœur de William Shakespeare, même s'il a réussi à étaler ça dans ses ouvrages. Euh, la répercussion dans son chakra-cœur est encore vivante, c'est encore actif. OK, parfait. Comme deuxième trame, tu as choisi du film Roméo et Juliette, des scènes avec Leonardo DiCaprio. C'est sous la trame, la chanson Love Me Like You Do. Ouais, ben, quand c'est sorti, ce film-là, j'étais adolescente. Puis c'est probablement la première œuvre à laquelle j'ai été exposée de William Shakespeare, c'est par le biais de Leonardo DiCaprio. Puis quand j'avais vu ça, ben, c'était très bon, tu sais, jusqu'à temps que la fin arrive, puis c'est tragique. Puis moi, ben, j'ai une sensibilité à ça. Je trouve il y a tellement de souffrance sur Terre que tu fais pas exprès pour en consommer. Puis c'est là que je me suis positionnée. Je dis, wow, ça c'est OK. Mais William Shakespeare ne correspond pas à mes cordes. Cela dit, j'ai une incarnation où j'étais très fan de Shakespeare. Puis j'avais pas accès à l'éducation, mais j'avais accès à ses livres et je lisais beaucoup de William Shakespeare. Puis ça m'ouvrait justement à contacter les multidimensions dans lesquelles il nous fait voyager. Fait que j'ai déjà été une fan profonde de l'œuvre de William Shakespeare par autodidacture, mais aujourd'hui, ça correspond plus. Ça correspond plus. Je suis plus de l'école de Honey 3 qui dit, garde, là, on peut peut-être moderniser les choses puis changer la trajectoire de la tragédie. C'est plus dans mes résonances de personnalité maintenant. Mais oui, être fan de Shakespeare, j'en ai mangé, puis j'en ai lu, puis c'était une incarnation qui me faisait voyager justement beaucoup dans le rouge et dans le vert. Fait que, en tout cas, fait que j'ai eu mon trip Shakespeare à un moment donné. OK, parfait. Parlant de fans de Shakespeare, je voulais faire un petit retour sur Rowan, qui, Rowan Atkinson, ouais, c'est ça, c'est que OK? lui, il a joué dans une série télévisée de Black Adder, qui c'est des sketchs à différentes époques en Angleterre. Une des périodes, il faisait souvent référence à Shakespeare. Puis, on avait parlé lors d'une émission il y a quelques semaines qu'il avait eu une vie en lien avec le roi 8 d'Angleterre, qui est l'époque juste avant Shakespeare. Puis même Shakespeare a fait des pièces sur le roi 8. Mhm, Euh, puis, tu avais posé la question de peut-être essayer de trouver quel, quel nom avait Rowan à cette époque-là avec le roi 8. Parce que tu t'avais mentionné, je crois que c'était un de ses confidents, serviteurs. J'ai trouvé quelques noms qui pourraient être cette personne-là. Donc, il y avait peut-être William Carey, qui était un serviteur préféré. Sinon, Thomas Culpeper, qui était son meilleur ami, ou Anthony Denny, qui était son confident.
OK, là, je comprends. Fait que tu pars William Shakespeare pour aller dans l'émission de Rowan Aniston où on avait dit qu'il avait été l'intendant premier du roi dans les Du- années 1500. Fait que là, tu as trouvé que c'était Henri VIII. Ouais, c'est Là, tu, ça. là, tu dis, William Shakespeare a parlé beaucoup d'Henri VIII dans ses pièces. Et là, tu as fait des recherches pour trouver l'intendant qui était Rowan Atkinson dans ces là. Le premier est fort, le deuxième est fort, le troisième est plus éteint, mais j'ai comme l'impression que c'est le troisième. Oh, tout. Ouais, il y a une différence énergétique entre les trois, mais j'ai pas eu nécessairement la confirmation. Tu aurais dit le nom, là, j'aurais eu un choc électrique barre en barre dans le corps, puis là, j'ai pas rien frissonné sur les trois noms que tu me dis. Mais ce que j'ai vu, c'est que le premier avait beaucoup de lumière, le deuxième un petit peu moins, puis le troisième pas, mais dans le troisième pas, il y avait quand même quelque chose, une correspondance là-dessus. Fait que c'est la réponse que je peux te donner sur tes recherches. Thank OK, you. parfait. Ben, Bravo en pour tout ton cas, travail. il y en avait plusieurs autres, mais ceux-là avaient un qualificatif peut-être plus intéressant. À la limite, Euh, donne-moi la liste, puis je vais plonger dedans parce que j'ai comme l'impression dans les trois, ça n'a pas eu la correspondance, mais en tout cas, OK. on peut revenir à Shakespeare, mais tu me montres ça après l'émission, je vais essayer de te trouver c'est qui. OK. En passant, il y a eu une représentation d'une pièce sur Henri VIII, puis pour faire des effets spéciaux, il y a eu à un moment donné un tir de canon, ça a mis le feu au théâtre, puis il a tout brûlé au complet. Oh non! Ça, des machines avaient à fumer, hein. Aujourd'hui, ça aurait été nécessaire et pratique. Exact. Mhm. Euh, il est, Au moment de sa mort, apparemment, il aurait été mort en raison d'une fièvre, mais il y aurait un mois avant, il aurait écrit son testament en indiquant qu'il était en parfaite santé. C'est plus que ça. Moi, je vais peut-être vous choquer, mais c'est une forme de suicide. C'est ça, j'ai vu de William Shakespeare. C'est comme il était prêt, puis il est passé à d'autres choses. Fait que la première porte de secours a passé. Puis encore là, comme je te dis, je veux pas choquer, mais tu sais, quand tu prépares ton testament puis tu es en pleine santé comme ça, il le fait vraiment dans une énergie très claire. On voit que son âme, la lumière qu'il portait à ce moment-là, avait une conscience là-dedans. Fait que d'où le pourquoi ça m'a donné la puce à l'oreille que c'est une forme de suicide déguisé d'une manière ou d'une autre, là. Tu sais, c'est pour ça que je te disais, il y a une énergie très violente dans son chakra-cœur qui a apporté beaucoup de lourdeur. Donc, c'est comme combiner une intelligence profonde et multidimensionnelle, OK, à un lot de souffrances humaines, puis à arriver à trouver un équilibre entre les deux, puis à faire le pont entre la lumière et la misère, ça devient très difficile. Puis à un moment donné, il s'est comme tanné. C'est pas qu'il s'est choqué, mais il y avait de l'illusion autour de lui. Fait que c'est comme avoir accès à des plans conscients, mais pas nécessairement comment bien les canaliser, comment bien les descendre. Puis il est exténué. Mais c'est une détresse psychologique. Tu sais, c'est vraiment ne pas avoir su remonter son énergie par rapport aux éclats de conscience qu'il avait, puis de les installer confortablement dans qui il était dans la matière. Aujourd'hui, il y aurait peut-être eu plus de facilité parce que l'accès à la conscience universelle est plus facile, puis les connaissances vont en ce sens-là pour aider le maintien entre la misère et la divinité. Mais à cette époque-là, c'était très difficile, puis à un moment donné, c'est pas sur un coup de rage, mais regarde, il dit le travail est fait, on arrête cela, puis c'est une manière de s'auto-saboter aussi en même temps. Puis c'est pas que son mariage n'allait plus, mais il y avait une indifférence entre lui et sa femme, puis ça communiquait moins, puis c'était chancelant un peu. Fait que il a décidé d'arrêter, puis de tirer la plug, mais ça n'a pas passé sur un suicide officiel. Ça c'est clair, parce que c'était pas là-dessus qu'il voulait aller. Il voulait en finir, mais il voulait pas laisser cette marque-là, cette trace-là à l'ensemble de son œuvre. Fait qu'il a été brillamment, mais ça a été planifié. OK. Merci du détail. Il a évidemment écrit de nombreuses pièces, mais peut-être l'extrait le plus célèbre, c'est Être ou ne pas être, telle est la question tirée de Hamlet. Puis d'ailleurs, Mel Gibson a joué dans le film Hamlet.
Ouais, ben, il y avait des trames sonores intéressantes du film Hamlet, justement, mais là, j'en avais juste trois à choisir. C'était pas facile. Il a laissé ça que perdurer, mais ça n'a pas été un leg volontaire. C'est-à-dire, t'écris, tu livres, mais là, les gens accrochent sur quelque chose. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. Puis c'est comme si les gens ont réussi à sortir l'espèce de classique de son œuvre. Mais lui, quand il l'a écrit, c'était canalisé, là. Il livrait, puis c'est vraiment ça. Il montait dans l'espace jaune particulier à lui, puis il descendait, il canalisait. C'est ça qu'il faisait, dans le fond. Fait que lui, quand il a écrit ça, il livrait, là, il n'a pas réalisé que, pouf, ça allait éblouir les consciences plus que la phrase d'avant ou d'après, là. OK, parfait. Il y a d'autres célébrités qui ont joué dans des pièces de Shakespeare, entre autres Morgan Freeman, Denzel Washington, puis Keanu Reeves. C'est un peu l'espèce de marque. Si tu es capable de jouer du Shakespeare, c'est parce que tu es un bon acteur. Fait que ceux qui se sentent prêts à se dire, OK, moi, je m'assume en tant d'acteur, ils vont rentrer dans le ring de Shakespeare, mais c'est pas tout le monde qui peut aller jouer là. Ça prend du haut niveau de maîtrise de son art, de son œuvre, de son choix de vie, de s'assumer en tant qu'acteur. Fait que là, tu montes, tu énumères des noms d'âmes qui a dit, regarde, je suis assez solide, je m'essaye. Puis tant mieux, mais ça n'a pas eu de répercussions. Moi, j'ai pas vu la version de Morgan Freeman ou de Keanu Reeves sur Shakespeare, tu sais. Fait que c'est vraiment quelque chose comme qui vient les motiver. Tu sais, dans le cas de Gérard Depardieu, ben lui, ceux qui tombent dans le Cyrano de Bergerac, là, tu commences à être du haut calibre d'acteur. Puis là, en tout cas, il était vert dans Cyrano de Bergerac, Depardieu. Mais c'est ça, tu sais, t'as comme des élites de texte. Et puis là, ben, quand tu décides de rentrer là-dedans, là, c'est parce que tu viens de t'installer dans une table d'essai, là, à savoir si tu es assez solide dans ton art, dans ta communication, dans ta mémoire aussi, parce que c'est des tournures de phrases, là, d'y mettre l'intonation, l'émotion. Fait que c'est de le haut niveau. Tu sais. C'est ça qui le distingue, c'est que William Shakespeare est tellement de haut niveau que même au niveau de l'élite, il est inégalé. Moi, je ne connais pas que d'autant que surclassé William Shakespeare, là. Non, tout à fait. Je présente la dernière trame qui est une récitation de poèmes de Shakespeare. Oui, j'ai trouvé ça cute. Là, j'ai trouvé tu sais, un genre de tribute, d'hommage. Fait que c'est des extraits sur une fond musical de son œuvre, de son art. Fait que j'ai trouvé ça cool de pouvoir vous partager quelque chose qui lui est propre. OK. Euh, il y a aussi Alexandre Astier, qui Mm. s'est sans doute inspiré de Molière. En tout cas, il a dédié sa série Camelot à Louise de Funès, qui a lui-même incarné plusieurs fois des pièces de Molière. Ouais, ben là, dans l'art français, quand tu es dans la comédie, à un moment donné, tout se croise. C'est ça qui est le fun. Mais je veux juste te dire, là, vu que tu as ouvert la porte, là, mais Alexandre Astier reconnaît l'art de Shakespeare, puis il l'a étudié, il est tombé dedans. Fait qu'il a fait ses classes à la shakespearienne avant d'arriver à la consommation de Camelot. En passant, merci, je ne savais pas, là, tu me montres là, j'ai l'information. Fait que je viens d'apprendre quelque chose sur mon Alexandre Astier préféré. Mais c'est ça. Il y a quelque chose là-dedans qui a été inspiré aussi de la notion-là. Mais Alexandre Astier, dans son âme, il a déjà touché à la tragédie grecque, etc. D'où le pourquoi qu'il va arriver à une parfaite combinaison entre humour et tragédie. Dans son récit de Camelot, on voit les périodes les plus sombres, les plus déchirantes, les plus difficiles humainement, un petit peu de misère, mais tout ça caché sous le voile. Puis là, ben, avec l'expansion du film numéro 2 et du film numéro 3 qui s'en vient avec la fin du roi Arthur, ben, c'est clair qu'il va aller chercher, épuiser dans ses connaissances antérieures pour arriver à faire un mix parfait de tout ça dans la matière aujourd'hui. Ah, tu vois, tu me passes sur Alexandre assez facilement, tu fais attention. Mais j'avais effectivement vu qu'il avait joué dans une pièce de Shakespeare, puis sans doute que parmi tous les personnages de Camelot, il y en a plusieurs là-dedans que c'est aussi le cas.
Ouais, ben c'est parce qu'il touche dans la dramaturge sans rentrer directement dedans, mais le résultat arrive là à un certain niveau. Fait que oui, ben c'est ça. Tu sais, c'est quand tu as un talent pur qui a réussi à faire ses preuves et à dépasser 600-700 ans après, là, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui partent de là et qui s'inspirent à monter quelque chose parce que ça laisse des marques. Puis comme je te dis, William avait la capacité de nous amener à voyager dans les multidimensions. Fait que c'est exponentiel, puis on redécouvre tout le temps des choses, puis des nouveaux angles, puis etc. D'où pourquoi qu'il a été comme ça a été très, très bien canalisé. Tu sais. C'est un très bon médium qui a réussi à réaliser son œuvre. Oui, tout à fait. Moi, je voulais conclure en disant que, effectivement, j'ai étudié Shakespeare et Molière. J'ai, dans les dernières années, fait moi-même du théâtre et de l'improvisation qui m'ont permis d'avoir plus confiance puis de mieux m'affirmer dans mon quotidien. Donc, je suis ainsi reconnaissant à Molière et Shakespeare pour leurs contributions respectives. Ah, ça m'émue, ça me touche, j'ai la larme aux yeux. C'est rentré directement dans le cœur. Tu as une belle sincérité, Benoît, une belle reconnaissance envers tes maîtres guides qui t'ont inspiré. C'est très beau. Ben moi, je suis pas dans cette dimension-là, des vénérer puis de tomber dans le Shakespeare. Comme je te dis, j'ai déjà donné. Dans le Molière aussi, à un certain niveau. Mais c'est ça qui est le fun dans les classiques. Tu sais, c'est accessible si tu en as besoin et tu y vas et tu prends ce que tu veux. C'est encore plus beau. Parfait. Donc, ça conclut ce que j'avais sur Molière et Shakespeare. Soyez bénis, passez une magnifique semaine. Merci d'être au rendez-vous. Merci à tous. Merci encore au groupe Focus pour leur contribution. Puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.